L'histoire commence alors qu'une fille nommée Coco fait sa lessive dans une rivière. Elle s'excuse auprès d'un cerf d'avoir fait des dégâts, mais dit que cela disparaîtra bientôt. Le désordre qu'elle a fait disparaît, et Coco dit que la magie est belle chaque fois qu'elle la voit. La magie est étonnante, mais son fonctionnement est inconnu. Les sorcières sont les seules à pouvoir lancer des sorts, et les gens ordinaires ne peuvent qu'en être bénis. Tout le monde ne peut pas devenir sorcière, il faut être né avec le potentiel. Coco imagine ce que ce serait d'être une sorcière, et elle ordonne à ses draps de se transformer en manteau volant. Cela ne fonctionne pas, mais elle est émerveillée par autre chose. C'est un carrosse Pégase, et elle n'en a jamais vu atterrir auparavant. Coco dit à sa mère que quelqu'un est arrivé, et elle est surprise lorsqu'elle tombe sur un étranger. Il y a aussi un groupe de filles qui regardent tous les tissus autour de la boutique. Coco est ravie car ce sont les personnes qui sont arrivées dans le carrosse Pégase. Le gars explique qu'il n'est pas avec les filles et qu'il cherche juste du tissu couleur fumée. Il propose de revenir quand ils ne seront pas occupés, mais Coco dit qu'elle peut l'aider. Coco espère pouvoir aller voir le carrosse Pégase quand elle aura fini, mais sa mère ne veut pas qu'elle touche aux affaires du client. Coco dit qu'elle ne sera pas une nuisance, et elle promet d'arrêter de dire qu'elle veut devenir sorcière. Sa mère accepte, alors Coco se met joyeusement au travail. Elle prend les mesures du gars et va couper le tissu pour lui. Coco prend tout son temps pour s'assurer de bien faire, et elle est choquée lorsqu'elle remarque que le gars est juste là. Il dit que Coco a une grande concentration et des mains fermes. Il admire son travail et dit qu'il n'avait aucune idée que ce village avait un artisan aussi compétent. Il appelle cela de la vraie magie, mais Coco ne le pense pas. Elle dit que la magie est bien plus mystérieuse, plus scintillante et bien plus précieuse. La magie est quelque chose de précieux, et c'est quelque chose qui est hors de sa portée. Il est assez évident qu'elle était prise de magie, alors le gars se demande pourquoi elle l'aime autant. Coco explique qu'elle est allée à un festival quand elle était plus jeune et qu'elle a rencontré une sorcière portant un masque. La sorcière vendait des livres d'images magiques, et il lui a demandé si Coco aimerait en acheter un. Coco adorait les livres d'images, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'était la magie. La sorcière expliqua que la magie est un miracle qui rend ce monde vibrant. La sorcière lui donna un aperçu de ce que la magie pouvait faire, et Coco trouva cela très joli. Elle sut immédiatement qu'elle aimait la magie, et la sorcière dit que le livre qu'il vendait était accompagné d'une baguette gratuite. Coco était censée acheter des fruits avec son argent, mais elle acheta plutôt le livre d'images magiques. Sa mère n'était pas amusée, et Coco dit qu'un gars avec un chapeau pointu le lui avait vendu. C'est alors que Coco dit à sa mère qu'elle deviendrait une sorcière qui rend le monde vibrant. Malheureusement, sa mère révéla qu'elle ne le pourrait pas. Les gens ne peuvent pas devenir sorcières à moins d'être nés avec des pouvoirs magiques. Les gens ordinaires n'ont pas ce qu'il faut pour être une sorcière, et il n'y a pas d'exception. Coco refusa d'abandonner, alors elle montra à sa mère que le sol brillait à chacun de ses pas. Sa mère lui dit que si le sol continuait de briller tout le long du chemin, peut-être qu'elle avait bien ce qu'il faut pour utiliser la magie. Sur le chemin du retour, Coco regarda désespérément ses pas, espérant que la magie durerait. Malheureusement, la lumière dans ses yeux s'est évanouie en même temps que la lumière sous ses pieds. Depuis lors, Coco a pris goût à regarder la magie, et elle ne peut pas laisser tomber son rêve de devenir sorcière. Juste à ce moment, le sol tremble, et tout le monde se précipite dehors. Le carrosse a été renversé, et Coco se précipite pour vérifier l'état des autres enfants du village. L'un d'eux est passé sous le carrosse et s'est cogné la tête, ce qui a fait basculer le carrosse. Les filles sont furieuses parce qu'elles ne pourront pas rentrer chez elles sans leur carrosse. Juste à ce moment, le gars se demande si elles aimeraient qu'il le répare. Les filles se demandent qui est ce gars, et il réalise que cela aiderait s'il avait son chapeau signature. Coco regarde alors avec émerveillement alors qu'il met son chapeau pointu. Son nom est Kifray, et il révèle qu'il est une sorcière. Il se prépare à se mettre au travail, mais faire de la magie à l'extérieur pourrait causer quelques problèmes. Coco passe à l'action et lui dit qu'il peut utiliser leur boutique. Sa mère la gronde, mais Coco fait remarquer que Kifray est une vraie sorcière. C'est peut-être sa chance de voir le moment exact où un sort est lancé. Sa mère le permet, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Kifray a demandé à Coco de faire le guet dehors et de s'assurer que personne ne regarde dans la boutique pendant qu'il lance le sort. Il l'a laissée dehors et lui a dit que quoi qu'il arrive, elle ne doit laisser personne entrer. Coco est maintenant assise dehors et elle se demande pourquoi personne ne peut regarder comment cela se fait. La magie est partout dans le monde, mais les gens ne savent pas comment la magie est lancée. Les sorcières sont les seules à connaître le secret, et Coco aimerait vraiment pouvoir l'apprendre. Juste à ce moment, elle remarque que les garçons espiègles essaient de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la boutique. Coco les affronte, mais ils l'ignorent. Au lieu de les arrêter, Coco se précipite là où ils sont et leur dit de s'écarter. Elle veut aussi regarder, mais des rideaux bloquent leur vue. Les garçons partent, et Coco reste là à bouder. Juste alors, l'un de ses draps est pris par le vent, et cela lui rappelle l'entrée en haut de la boutique. Coco se faufile à l'intérieur, d'où elle peut avoir une bonne vue. Elle s'arrête de regarder parce qu'elle sait que c'est mal. Malheureusement, elle ne peut pas résister et elle regarde ce que fait Kifray. Elle n'en croit pas ses yeux en voyant qu'il dessine la magie avec un stylo.
Cela lui fait réaliser que la baguette qu'on lui avait donnée quand elle était plus jeune n'était pas du tout une baguette. Les sorts ne sont pas quelque chose que l'on lance, mais quelque chose que l'on dessine. Une fois le sort terminé, Kifray dit à Coco qu'il a fini. Il n'entend pas de réponse, alors il va vérifier son état. Dehors, il remercie Coco pour son dur travail, et on voit qu'elle a couru jusqu'à la porte juste à temps. Tout le monde part, et la mère de Coco dit qu'elle est soulagée. Coco aime tellement la magie qu'elle pensait que Coco voudrait partir avec la sorcière. Le père de Coco est mort d'une maladie, alors sa mère ne sait pas ce qu'elle ferait si Coco la quittait aussi. Coco se sent terriblement mal, et elle promet de ne jamais quitter sa mère. Après le dîner, elles se disent bonne nuit. Coco ne perd pas de temps et prend la baguette qu'elle a achetée quand elle était petite. Elle enlève le bas pour révéler qu'il s'agit vraiment d'un stylo. Coco a regardé chaque page du livre d'images magiques de nombreuses fois, et elles contiennent des motifs partout. Elle réalise maintenant que la baguette n'était pas juste un bonus accompagnant le livre, le stylo lui-même était la baguette magique. Elle enlève le haut de la baguette pour révéler qu'elle est remplie d'encre. Avant de commencer, Coco s'excuse auprès de sa mère. Elle promet toujours qu'elle n'ira nulle part, mais elle veut quand même voir si elle peut utiliser la magie. Coco passe alors du temps à essayer de reproduire les motifs du livre. Malheureusement, elle est déçue quand rien ne se passe. Coco n'est pas surprise, cependant, car elle réalise que ce ne serait pas si facile. Juste à ce moment, une petite rafale de vent souffle, et une goutte d'encre tombe de son stylo. Cela active le sort, et de petites étincelles émergent de son dessin. Coco n'en croit pas ce qu'elle vient de voir car cela signifie qu'elle vient d'utiliser la magie. Son plus grand rêve vient de se réaliser, et elle peut à peine se contenir. Cela signifie que, depuis le début, la magie est quelque chose qui doit être dessiné. Coco s'arrête alors qu'elle se souvient qu'elle n'était pas censée voir ce secret. Tout cela parce que Coco a vu Kifray le faire, et elle se demande s'il se fâcherait s'il l'apprenait. Coco reprend son stylo et dit qu'elle n'en dessinera qu'un de plus. Dans la forêt, on voit que Kifray se repose un peu et qu'il a fait un petit feu avec de la magie. Quelque chose le tracasse, et cela a à voir avec le livre d'images dont il a entendu Coco parler. Juste à ce moment, il comprend ce qui le tracasse, et il sort du lit en sursaut. Chez Coco, elle doit éteindre un feu qu'elle a créé avec de la magie. Elle dit qu'elle commence à maîtriser l'utilisation de la magie, et on voit qu'elle a déjà dessiné plusieurs images. Coco a appris que les plus grands sont plus forts que les plus petits. Ceux qui sont dessinés proprement durent plus longtemps que ceux qui sont bâclés. Cependant, dessiner les motifs en grand et proprement est assez difficile à faire. Elle repense à la façon dont Kifray l'a fait et à quel point il avait l'air de le faire facilement. Juste alors, Coco a une idée et elle sort à nouveau le livre. Elle réalise qu'elle peut dessiner les motifs proprement en suivant les contours de l'exemple. Coco est ravie lorsqu'elle termine son meilleur dessin jusqu'à présent, mais Kifray surgit de nulle part pour l'attraper. Alors que la magie se déchaîne, Kifray la fait sortir précipitamment de la maison. Il l'emmène aussi loin que possible de la magie et lui demande furieusement si elle vient de dessiner de la magie. Il est sûr qu'elle l'a fait, alors il exige qu'elle lui dise ce qu'elle a dessiné. Kifray veut savoir quel sort c'était, mais Coco ne le sait pas. Elle a simplement tracé le motif qui se trouvait à l'intérieur du livre d'images. Juste à ce moment, ils entendent la mère de Coco l'appeler. Elle est inquiète pour Coco, et Coco lui dit désespérément de s'éloigner de la maison. Malheureusement, il n'y a pas de temps, car la glace recouvre rapidement tout ce qui est en vue. Coco crie d'horreur alors que sa mère ne peut pas s'échapper et qu'elle est figée sur place. Alors que Coco crie de douleur, Kifray pense à la magie interdite. Coco supplie désespérément Kifray de la lâcher, mais il sait qu'elle sera juste rattrapée par la magie aussi. Coco s'en moque parce qu'elle veut juste sauver sa mère. Kifray essaie d'expliquer que c'est un sort puissant et qu'il est maléfique aussi. C'est inutile, cependant, car Coco est déterminée et elle se libère. Kifray doit la sauver d'une chute, mais il n'y a pas de remède à la douleur de Coco. Elle crie vers sa mère, mais la magie continue de se propager. Kifray l'éloigne, et Coco ne peut que s'excuser. Elle n'avait aucune idée que les choses pouvaient devenir aussi graves, et Kifray dit qu'il comprend. La magie est gardée secrète pour qu'une telle chose n'arrive jamais. Le secret est que tout ce dont quiconque a besoin pour utiliser la magie, c'est d'encre spéciale et d'un ensemble de sceaux d'incantation. Cacher cette grande vérité est la règle unique pour être une sorcière. Maintenant que Coco a découvert ce secret, il doit effacer ses souvenirs. Coco est horrifiée d'entendre cela et le supplie de ne pas le faire. Si elle oublie tout, elle ne pourrait que se demander qui sauvera sa mère. Kifray dit que c'est très regrettable, mais qu'il n'y a pas d'autres options. Si elle pouvait lui dire quel genre de sceau elle a dessiné, il saurait peut-être comment inverser ce qui est arrivé à sa mère. Coco ne se souvient pas du type de magie qu'elle a dessiné, mais elle connaît le contenu du livre d'images par cœur. Juste à ce moment, Kifray réalise quelque chose. Si ce livre a été écrit par celui qu'il soupçonne, alors il ne peut pas permettre à Coco d'oublier. Kifray cherche quelqu'un, et il ne veut pas perdre la trace de son emplacement. Les souvenirs du livre que Coco a pourraient être la clé pour les trouver, donc elle est le seul indice qu'il a. Il n'aura aucun moyen de les retrouver s'il efface sa mémoire.
Kifray demande alors à Coco si elle est sûre de pouvoir identifier le livre si elle le revoyait. Il exige de savoir si elle s'est souvenue de chaque page par cœur et de la page exacte qu'elle a copiée. Coco dit qu'elle en est sûre, et elle comprend pourquoi il demande. S'ils peuvent trouver un autre exemplaire du même livre, ils peuvent trouver le sort d'incantation qu'elle a dessiné. Elle se demande si cela signifie qu'ils peuvent sauver sa mère. Kifray ne veut pas faire de promesses, mais il dit qu'il y a encore une chance. Coco le supplie de ne pas effacer ses souvenirs car elle veut désespérément sauver sa mère. Kifray se demande si elle peut garder le secret, et elle dit qu'elle le peut. Il lui demande si elle est prête à apprendre, et elle se demande ce qu'il veut dire. Il explique qu'une fois qu'elle connaîtra la vérité, on ne pourra pas revenir en arrière. Elle deviendra l'une de celles qui connaissent le secret, et elle doit choisir de se tenir à leur côté. C'est la seule façon pour elle de garder ses souvenirs, et Kifray déclare qu'elle va devenir une sorcière. Des heures plus tard, Coco se réveille et se retrouve dans un carrosse Pégase. Kifray dit qu'ils sont presque arrivés à destination, et il montre du doigt l'extérieur. C'est son atelier et l'école où Coco apprendra. Kifray explique qu'il a planté des graines de garde autour de la maison de Coco. Elles pousseront en un rien de temps et serviront de barrière. Kifray voit que Coco est contrariée et se demande ce qui ne va pas. Elle est en larmes et explique qu'elle a promis à sa mère de ne pas la laisser seule. Kifray lui dit de ne pas se faire de mal car elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Il lui suggère de pleurer autant qu'elle a besoin pour pouvoir regarder devant elle. Kifray utilise un peu de magie et déclare que ce sera sa nouvelle maison à partir d'aujourd'hui. Coco est émerveillée, et il dit que ce n'est que de l'eau. Elle n'y croit pas car c'est trop rond et flottant pour être de l'eau. Kifray la laisse se laver, mais elle a peur de toucher à une magie qu'elle ne comprend pas. Juste à ce moment, une fille apparaît et lui dit qu'il n'y a rien à craindre. Ce sort s'appelle bulle de vapeur, et c'est une magie qui extrait l'eau de l'humidité présente dans l'air. Il suffit d'incliner le plateau inférieur, et l'eau s'écoule. Coco remercie la fille de lui avoir montré comment l'utiliser, et la fille dit qu'elle aime qu'on la remercie. Elle remercie Coco en retour, et les filles se remercient mutuellement de s'être remerciées. Une autre fille apparaît et dit à Coco d'ignorer Tétia. Cette fille s'appelle Richet, et Coco remarque qu'elle porte un stylo et de l'encre. Ces filles sont des sorcières apprenties, et elles sont élèves de Kifray. Tétia pensait que Coco allait être une élève comme elle, mais Coco dit qu'elle ne peut pas encore se dire élève. Hier était le premier jour où elle a utilisé un sort, et elle n'a aucune expérience. Juste à ce moment, la fille semble effrayée alors qu'elle réalise que Coco était celle qui a fait quelque chose. Coco ne comprend pas ce qu'elles veulent dire, alors elles expliquent qu'il y a une rumeur qui circule sur une étrangère qui a utilisé de la magie interdite. Les gens disent aussi que cette personne a été autorisée à devenir apprentie avec ses souvenirs intacts. Kifray revient et dit aux autres filles d'aller étudier dans les chambres après avoir fini leur corvée matinale. Il donne à Coco les mêmes vêtements que portent ses autres élèves, et il dit qu'il expliquera tout. Quand elle sera prête, Kifray dit qu'il lui racontera l'histoire de la magie. Il commence par expliquer qu'il y a longtemps, la magie n'était pas quelque chose de spécial. Tout ce qu'il fallait, c'était une combinaison de motifs connus et d'encre spécialement fabriquée. C'était un outil familier que tout le monde pouvait utiliser, mais cela a déclenché des conflits à maintes reprises. Lorsque les humains ont le pouvoir de tout faire, c'est exactement ce qu'ils feront. À cause de cela, de nombreux sorts horribles ont été créés. Les quelques personnes qui avaient réellement une conscience se sont détournées des conflits et se sont unies en tant que sorcières. Elles visaient à prendre les souvenirs de la magie des autres et à confier le secret uniquement aux disciples jurés de le protéger. Depuis lors, on a fait croire aux gens que la magie est un pouvoir que seuls quelques élus peuvent maîtriser. Si la vérité se répandait, le monde sombrerait à nouveau dans l'anarchie. Tout le monde est très prudent quant au secret, c'est pourquoi ils ont commencé à parler de ce qui est arrivé à Coco. Coco ne leur en veut pas car elle sait qu'elle a attiré cela sur elle-même. Elle se demande alors ce qu'est la magie interdite. Kifray explique que c'est la magie qui a été dessinée à l'époque des conflits et interdite le jour où les sorcières ont fait leur pacte. En termes simples, c'est de la magie pour blesser les autres. Coco veut désespérément apprendre quels sorts sont interdits car elle aura trop peur de faire autre chose si elle ne sait pas ce qu'elle doit éviter. C'est habituellement à ce moment que Kifray dit à ses élèves d'être patientes, mais la situation de Coco est différente. Il explique qu'il existe d'innombrables sorts interdits, mais que c'est simple quand on résume la question. Tout sort lancé directement sur le corps humain est interdit en toutes circonstances. Cela inclut la transformation, l'altération de l'âge, la manipulation des pensées ou des émotions, le fait de nuire à autrui, ou même de les guérir. Il y a cependant une seule exception. Coco devine correctement que l'exception est un sort qui efface les souvenirs. Kifray démontre alors en expliquant que la plupart des sorts sont lancés sur des outils comme des carrosses ou des lampes. Il donne un autre exemple, qui est une fenêtre. Après avoir placé le cadre de la fenêtre à un certain endroit, cela active un sort. La fenêtre s'ouvre, et Coco est choqué de voir un grand lac. Cela n'a aucun sens car ils étaient entourés de collines il y a une minute. Kifray explique que cela s'appelle une fenêtre chemin. Elle relie deux fenêtres rondes qui portent le même motif. Kifray montre un bâtiment au loin et dit que c'est la tour des tomes. Afin de préserver le savoir, tous les livres liés à la magie sont dupliqués dès qu'ils sont écrits.
Coco réalise qu'une copie du livre d'images qu'elle a utilisé devrait s'y trouver, alors elle veut aller immédiatement à la tour. Elle refuse de dormir tant qu'elle ne l'aura pas trouvé, mais Kifré révèle qu'il y a quelque chose qui les en empêche. Le lac commence à trembler, et une créature géante envoie de l'eau à travers la fenêtre chemin. Après avoir fermé la fenêtre, Kifré dit que ce qu'il vient de voir était une épreuve de bibliothécaire. Il explique que la tour des tomes est protégée par 4 bibliothécaires, et seules les sorcières qui surmontent leurs épreuves sont autorisées à entrer. Cela signifie que Coco devra étudier si elle veut entrer. Il dit qu'il est naturel que Coco ressente de la peur, mais que les sorts qui ne sont pas interdits peuvent apporter le bonheur à tout le monde. C'est pourquoi Kifré aimerait qu'elle apprenne les sorts plus doux. Coco est d'accord avec lui et déclare qu'elle est prête à apprendre. Kifré l'emmène dans une pièce et voit que sa camarade de chambre nommée Agot n'est pas là. Il explique qu'elle partagera cet espace de travail avec Agot, mais qu'elle aura aussi sa propre chambre. Sa chambre se trouve au fond de l'espace de travail, en bas de quelques escaliers. Il a du travail à faire, alors il dit à Coco de le prévenir si elle a besoin de quoi que ce soit. Dehors, Kifré utilise un appareil pour contacter quelqu'un. Il le remercie de lui avoir permis de prendre Coco comme apprenti. Alors que Coco explore la pièce, elle est choquée d'entendre une voix. C'est Agot, et elle dit à Coco de bouger pour qu'elle puisse atterrir en sécurité. Coco s'écarte et essaie de se présenter. Agot l'interrompt car elle sait déjà qui elle est. Elle est l'étrangère dont tout le monde parle, et Agot sait qu'elle va rejoindre les rangs en tant que nouvelle élève. Agot s'excuse pour ce qui est arrivé à sa mère, mais elle n'est pas aussi gentille qu'elle en a l'air. Elle fait froidement remarquer qu'à cause de ce qu'a fait Coco, sa mère ne redeviendra jamais humaine. Coco dit qu'elle est là pour la sauver, mais Agot l'interrompt à nouveau. Agot et les autres dessinent des sceaux d'incantation jusqu'à ce que le bout de leurs doigts devienne noir pendant toute leur vie. Elles ont travaillé sans repos jusqu'à ce qu'elles réussissent les tests. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles ont été autorisées à devenir apprenties. Agot n'aime pas la façon dont Coco est arrivée ici, et elle dit que Coco est une fille ordinaire qui ne sait rien. Pour rendre ses sentiments encore plus clairs, elle dit qu'il n'y a aucun moyen qu'une étrangère comme Coco puisse jamais devenir une sorcière. Coco dit qu'elle a déjà dessiné des sorts, et qu'elle ne saura pas tant qu'elle n'aura pas essayé. Agot déclare qu'elle doit faire ses preuves, et que son test commencera demain. Ce soir-là, tout le monde fait une fête de bienvenue pour Coco, mais les filles sont déçues de voir que la nourriture est la même que d'habitude. Kifré explique que c'est allé si vite, donc la fête devra attendre une autre fois. Agot mange dans sa chambre comme d'habitude, alors elle mange sans elle. Coco est émerveillée par la délicieuse nourriture, et les filles expliquent que Kifré est un grand chef. Cette nuit-là, Coco se met au lit, mais elle ne peut s'empêcher de pleurer, et elle pense à sa mère. Le lendemain, elle pense à la façon dont elle doit passer des tests pour devenir apprentie. Coco lit un livre, mais il n'explique pas ce qu'elle doit faire. Kifré explique qu'il y a beaucoup de choses que les livres ne disent pas sur la magie. Elle apprendra plus en faisant qu'en lisant, alors il lui montre quelques outils. On les appelle composants, et ce sont eux qui servent à dessiner la magie. Coco dit que tout cela a l'air cool, mais elle a encore un peu peur de toucher le stylo à encre. Elle met de côté ses peurs car elle veut sauver sa mère coûte que coûte. Leur leçon commence, et Coco est rapidement dépassée. Kifré propose de lui laisser faire une pause, mais Coco dit que ça va. Cela étant dit, Kifré veut qu'elle lui dise ce qu'elle a appris. Coco explique qu'un sort est composé de 3 éléments. Le sigle au centre en est un, et il est entouré de lignes appelées signes. Ensuite, il y a le cercle extérieur qui le complète, appelé l'anneau. Les types de sigles sont le feu, l'eau, la lumière et le vent. Les signes déterminent la forme que prend la magie, ainsi que sa taille et sa direction. Lorsque l'anneau extérieur est complété, il verrouille le sceau en place et active le sort. Coco est impatiente d'en essayer un, mais elle a besoin d'un moment. Elle commence enfin, mais elle n'est pas contente de ce qu'elle a dessiné. Kifré lui dit de ne pas le jeter, mais elle ne veut même pas qu'il le regarde. Elle dit que c'est bâclé et que les lignes sont toutes désordonnées. Kifré explique que c'est normal car elle apprend encore. Ce qu'il veut souligner, c'est qu'elle n'a pas connecté son anneau. Il lui rappelle qu'un sort ne s'activera pas s'il ne forme pas un cercle complet. Kifré la rassure en lui disant qu'il est naturel d'avoir la main qui tremble quand on apprend à utiliser un nouvel outil. Si elle continue à travailler, elle apprendra à le contrôler en un rien de temps. Il lui ordonne de connecter le cercle pour qu'elle puisse activer son sort. Cela fonctionne, mais son sort finit par couvrir Agot d'eau. Coco s'excuse profusément, et elle remarque qu'elle a aussi abîmé le dessin d'Agot. Agot dit qu'elle n'est pas contrariée et qu'elle aimerait juste voir le sceau d'incantation que Coco a dessiné. Elle le lui montre, et Agot peut immédiatement voir quel est le problème. Elle montre à Coco que l'un de ses signes est plus long que les autres. Cela a amplifié la pression dans une direction et a fait jaillir l'eau. Kifré est impressionné par Agot comme toujours, c'est pourquoi il lui fait assez confiance pour laisser Coco entre ses mains. Coco est choqué, et Kifré explique qu'il se rendra à la grande salle pour les 2 ou 3 prochains jours. Coco s'inquiète, mais Kifré lui dit qu'elle peut apprendre beaucoup de choses de ses pairs. Il lui ordonne d'observer attentivement Agot et d'apprendre. Coco s'excuse pour ce qui s'est passé, mais Agot lui dit d'arrêter.
Elle devient très sérieuse et rappelle à Coco qu'elle a dit qu'elle devrait faire ses preuves. Coco a encore peur, et Agot déclare que son test commence maintenant. Ailleurs, nous voyons que Kifrey a pris un portail pour se rendre dans la grande salle. Il descend vers l'entrée, et il est projeté au sol par une femme dans l'ombre. Elle dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et elle appelle Kifrey, l'enfant à problème de la grande salle. Elle s'appelle Alara, et Kifrey dit qu'il n'est plus cette personne. Alara se demande si c'est vraiment vrai car elle a entendu dire qu'il sème encore des ennuis. Elle sait qu'il a une nouvelle apprentie, et Kifrey n'arrive pas à croire que la nouvelle se soit répandue si vite. Alara sait que Coco pourrait avoir un lien avec les personnes que Kifrey recherche. Ce sont un groupe mystérieux, et les gens les appellent « les bonnets à bord ». Personne n'a utilisé de magie interdite depuis plus de 4 ans, alors elle détermine que Coco doit être une piste importante. Kifrey explique que Coco n'a pas encore passé son examen, donc elle n'est pas encore son apprentie officielle. C'est trop tôt pour elle maintenant, et le moment est mal choisi. À cette période de l'année, la zone d'examen est à son point le plus élevé. C'est le moment le plus dangereux, et Kifrey ne songerait même pas à faire passer l'examen à quelqu'un maintenant. Non seulement ils échoueraient, mais ils perdraient très probablement la vie. De retour avec Coco, elle se demande si c'est vraiment une bonne idée. Agot prépare le portail, mais Coco fait remarquer que Kifrey n'est pas là. Agot dit que Coco le fera toute seule de toute façon lorsqu'elle passera l'examen. Coco a encore des doutes car elle vient tout juste d'arriver, mais Agot dit qu'elle a réussi l'examen quand elle n'avait que 10 ans. Elles ont toutes dû réussir l'examen pour devenir apprenties, donc Coco est dans la même situation qu'elle. Agot explique que le premier examen s'appelle le « consentement de la couronne ». Les participantes ne peuvent emporter que 3 appareils et leurs composants. Coco devra atteindre le sommet de la chaîne du dada et cueillir l'herbe d'Idom qui y pousse. Agot lui donne un orbe de guidage qui lui indiquera la bonne direction. Puis elle lui donne une bulle de vapeur pour l'eau potable. Agot ouvre alors le portail et dit à Coco d'entrer. Coco peut prendre autre chose, alors elle se demande si elle peut prendre des chaussures comme celles qu'Agot porte. Elle a vu Kifrey et Agot les utiliser, et elle voit que ce sont des appareils. Elle a vu les semelles briller pendant qu'ils volaient. Coco espérait qu'Agot pourrait lui prêter une paire, mais Agot n'est pas amusée. Coco comprend qu'elle est allée trop loin, alors elle se rétracte. Agot pousse un grand soupir, et elle prête ses chaussures à Coco. Elle en a fini de parler, cependant, alors elle envoie Coco à travers le portail. C'est seulement maintenant qu'Agot se souvient de dire à Coco qu'elle ne peut passer cet examen qu'une seule fois. Si elle échoue, elle n'aura jamais le droit d'être l'apprentie de Kifrey. Il ne pourra pas lui apprendre la magie, et elle devra quitter l'atelier. Coco se prépare, mais elle est terrifiée par le moindre bruit. Elle sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, alors elle devra faire de son mieux. Elle se demande comment fonctionne l'orbe de guidage, et elle regarde à l'intérieur. La tige à l'intérieur commence à bouger, et elle tape sur le bord extérieur du verre. Elle tape dans une certaine direction, alors Coco réalise que c'est par là qu'elle veut qu'elle aille. Coco a toujours peur de la forêt sombre, mais elle arrive à persévérer. Elle dit que c'est comme faire une randonnée en montagne, et elle avance. Elle trébuche immédiatement, mais elle n'est pas prête à abandonner. Agot a réussi l'examen quand elle n'avait que 10 ans, alors Coco est sûre qu'elle peut le faire. Après avoir surmonté quelques petites difficultés, Coco sort de la forêt. La vue est absolument magnifique, et Coco réalise que c'est la chaîne du dada. L'orbe de guidage pointe maintenant vers le haut, ce qui signifie qu'elle devra trouver un moyen de monter là-haut. Juste à ce moment, elle aperçoit un oiseau volant dans les airs, et elle se souvient qu'elle a emprunté les chaussures d'Agot. Coco dit « vole » en sautant dans les airs, mais elle ne va nulle part. Elle regarde les semelles et remarque que le seau d'incantation est divisé entre le pied droit et le pied gauche. Coco essaie encore, mais cette fois elle s'assure que ses pieds sont parfaitement alignés. Elle est stupéfaite quand cela fonctionne réellement, et elle commence à flotter. Coco ne peut en profiter qu'un instant car c'est très difficile à contrôler, et elle retombe. Elle est très dure avec elle-même d'être si maladroite, mais elle réalise rapidement qu'elle vient de voler pour la première fois. Voler l'emmènera là où elle doit aller, alors elle réessaie. Coco est confiante de pouvoir le faire, mais elle finit par s'écraser dans la forêt. Bien sûr, elle n'abandonne pas, et elle continue de s'entraîner. De retour avec Kifrey, nous voyons que la ville où il se trouve est submergée sous l'eau. Il remet des papiers pour une demande et Alara dit qu'il devrait vivre dans la grande salle. S'il déménageait ici, il n'aurait pas à voyager aussi loin pour chaque petite chose. La grande salle est le bastion des sorcières, et elle a tout ce dont elles ont besoin. Kifrey dit qu'il ne vient ici que quand il a besoin de quelque chose, et Alara voit que sa haine pour cet endroit est toujours aussi profonde. Elle change de sujet et dit à Kifrey qu'il devrait surveiller ses apprentis. Elles sont encore jeunes, et on ne sait jamais ce qu'elles pourraient faire sans adultes autour. De retour avec Coco, nous voyons qu'elle a appris à garder son équilibre. Elle essaie de monter plus haut pour la première fois, mais elle finit par se retrouver au-dessus d'un des morceaux de terre flottants. Elle arrive à ne pas s'écraser, mais son contrôle est vraiment erratique. Coco reste accrochée à une racine, et une étrange créature apparaît. La petite chose la percute, et Coco panique. Elle s'écrase à nouveau et réussit tout juste à amortir sa chute.
La créature s'appelle un pinceau copain, et Coco n'en a jamais vu auparavant. Le petit la suit partout, et Coco remarque que ses chaussures sont remplies de boue. Elle les sèche un peu, mais elle est horrifiée quand elle réalise qu'elle a effacé le sceau d'incantation. C'est la pire chose qu'elle aurait pu faire, mais elle se rappelle qu'elle peut simplement le redessiner. Malheureusement, les choses empirent pour elle lorsqu'elle voit que l'encre de conjuration s'est renversée dans son sac. Coco ne sait pas quoi faire, et elle se demande si tout est fini. De retour à l'atelier, Tessia se demande où est Coco. Agathe explique qu'elle n'est pas là parce qu'elle est allée dans la chaîne du dada pour son examen. Tessia est horrifiée parce que Coco vient d'arriver et qu'elle n'est pas prête. Elle se demande pourquoi Agathe ne l'a pas arrêtée, alors Agathe doit lui rappeler comment les choses se passent normalement. Normalement, les gens passent l'examen avant même de venir ici. Agathe dit que si Coco ne peut pas réussir un examen aussi simple que celui-ci, alors elle ne mérite pas d'être apprentie. Il n'y a rien qu'Agathe déteste plus que quelqu'un qui ne sait pas faire ce qu'elle sait faire. La raison pour laquelle elle les déteste est qu'elle ne retire rien à fréquenter des gens comme ça. C'est vrai pour toutes les personnes qu'elle rencontre, mais c'est particulièrement vrai pour les étrangères. Agathe dit à Tessia de ne pas s'inquiéter car elle sait que Coco échouera et reviendra bientôt. La chaîne du dada est à son point le plus élevé à cette période de l'année, donc Coco ne pourra pas voler aussi haut avec seulement ses chaussures. Agathe fait remarquer que Coco ne connaît même pas les règles ni ne réalise à quel point cet examen est dangereux. Agathe est impitoyable quand elle dit qu'elle ne veut pas de quelqu'un comme Coco dans leur monde. Tessia a perdu l'appétit, et Richet se demande si elle ne va vraiment pas manger. Tessia dit qu'elle se sent triste, mais Richet dit qu'elle est prête pour une autre portion. Tessia est stupéfaite et se demande si elle est vraiment la seule personne inquiète pour Coco. Richet fait remarquer que tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre le retour de Kifray. De retour avec Coco, nous voyons qu'elle essaie d'atteindre un morceau de terre en tendant simplement le bras. Bien sûr, cela ne fonctionne pas, et elle réalise que cela ne sert à rien. Elle a essayé de redessiner le seau avec le peu d'encre qu'il lui restait, mais maintenant elle ne peut même plus flotter. L'encre trempe dans la semelle et se dilue parce que ses chaussures sont encore mouillées. Juste à ce moment, Coco réalise quelque chose, si elle dessine le seau directement sur la plante de ses pieds, alors cela pourrait fonctionner. Le cœur de Coco s'emballe alors qu'elle commence à enlever ses chaussures, mais elle s'arrête rapidement. La magie dessinée sur le corps est interdite, donc elle ne peut pas le faire. Coco perd espoir, et elle ne sait quel type de magie elle devrait utiliser. À ce rythme, elle va échouer, et elle détermine qu'Agathe avait probablement raison. Elle pense que n'importe qui peut dessiner un sort, mais cela ne signifie pas qu'il sera bon. Coco réalise qu'il faut être une personne spéciale pour être une sorcière après tout. Les autres filles dessinent des sorts depuis leur enfance. Coco a beaucoup moins d'expérience, et elle détermine qu'elle ne pourra jamais faire ce qu'elles font. Juste à ce moment, Coco commence à se souvenir de ce qu'on lui a appris. Très jeune, sa mère lui a montré comment couper du tissu. C'est ainsi qu'elle gagnait leur vie, et Coco s'entraînait tous les jours. Bien sûr, Coco était très proche de sa mère, et elle a travaillé dur pour apprendre cette compétence. Elle est devenue si bonne dans ce travail que même Kifray l'a remarqué. Coco se souvient comment il l'a appelée, une artisane qualifiée, et il a dit que son travail était de la vraie magie. Juste à ce moment, Coco détermine qu'elle a quelque chose. Son espoir revient alors qu'elle réalise qu'elle a sa propre magie. Quelques instants plus tard, nous voyons que Coco a rassemblé des pierres pointues. Elle déchire un morceau de tissu et l'enroule autour d'une pierre avec un peu d'encre sur la pointe. Puis elle laisse tremper un peu d'eau pour pouvoir la diluer et l'utiliser comme plume. Heureusement, la boue a séché sur sa cape humide, et cela l'a un peu raidi. Cela devrait lui faciliter le dessin, alors elle se met au travail. Coco prend une profonde inspiration, et elle fait sa première marque. En traçant une ligne, Coco imagine sa mère la guidant comme elle le faisait quand elle était plus jeune. Alors qu'elle continue à dessiner, Coco se souvient de ce que Kifray lui a dit. Il a dit qu'il était naturel d'avoir les mains tremblantes lorsqu'on apprend à utiliser un nouvel outil. C'est pourquoi Coco est passée à un outil auquel elle est habituée, comme cette pierre pointue. Quelques instants plus tard, nous voyons que Coco a fini de fabriquer une voile pour son petit bateau. Elle dit bonjour au pinceau copain, et elle lui montre ce qu'elle a créé. Elle admet que c'est un seau d'incantation plutôt laid, mais c'est ainsi pour une raison. Pour dessiner un seau d'incantation correct, le sigle doit être centré, et les signes doivent être uniformes. On lui a dit avant que si les signes ne sont pas équilibrés, cela peut mettre trop d'énergie dans une seule direction. Coco essaie maintenant d'utiliser ce fait à son avantage. Elle veut voir ce qui se passerait si elle faisait le saut trop long exprès. Si elle a raison, alors la force supplémentaire dans une direction devrait pouvoir jouer en sa faveur. Le pinceau copain est clairement excité, alors Coco se demande s'il veut venir aussi. Le petit veut bien, alors elle lui dit de se tenir bien fort. Coco est enfin prête à voir si cela fonctionne, alors elle ferme l'anneau de son seau. Cela commence comme un succès car beaucoup de vent se rassemble autour d'elle. Coco commence à paniquer, cependant, car quelque chose ne semble pas correct, et elle se demande si elle s'est trompée de direction du signe. Le bateau devient incontrôlable, et Coco s'accroche comme si sa vie en dépendait.
La force du sort est bien trop puissante pour le petit bateau, alors il commence à se briser. Finalement, le bateau est submergé, et la voile de Coco se détache. Coco s'accroche désespérément, et la voile l'emporte dans le ciel. Bien sûr, c'est incroyablement instable, mais Coco est ravie quand elle réalise qu'elle a réussi à le faire fonctionner. Ce n'était pas facile, mais elle a trouvé un moyen de voler en utilisant son propre sort. C'est comme un rêve absolu alors qu'elle s'élève haut dans le ciel. En regardant en bas, elle ne peut s'empêcher d'imaginer son ancienne maison. Elle n'avait jamais imaginé qu'aider sa mère l'aiderait aussi à apprendre la magie. Coco devient émue en réalisant que sa mère l'a aidé à réaliser son rêve après tout. Coco se recentre et regarde l'orbe de guidage. Il pointe toujours vers le haut, ce qui signifie que l'herbe d'Idom est encore plus haute que là où elle se trouve maintenant. Coco s'élève courageusement plus haut dans le ciel et suit la direction de l'orbe. Elle aperçoit enfin l'herbe d'Idom sur un morceau de terre et s'approche. Malheureusement, elle va beaucoup trop vite, et elle la manque du premier coup. Coco se aligne à nouveau, mais elle la manque encore. Coco essaie encore et encore, mais attraper l'herbe s'avère incroyablement difficile. Elle évite de justesse de s'écraser sur un autre morceau de terre, et elle doit se recentrer à nouveau. Elle a un souvenir du temps où elle était plus jeune, et sa mère lui tenait la main. Coco regarde sa main maintenant et appelle sa mère. Sa détermination est inébranlable, et elle dit à sa mère de l'attendre. Elle s'approche à nouveau et déclare qu'elle assumera la responsabilité de ce qu'elle a fait. Coco tend la main aussi loin qu'elle le peut et se jette à l'eau. Elle n'a jamais été aussi concentrée, et elle tend la main vers l'herbe une dernière fois. De retour à la maison, Kifrey est choqué quand les autres filles lui disent que Coco est partie passer l'examen. C'est beaucoup trop dangereux, alors il décide qu'il va devoir aller la sauver. Tessia est inquiète car Coco échouera s'il l'interrompt. Kifrey a déjà pris sa décision, et il dit qu'il était bien trop tôt pour qu'elle passe l'examen de toute façon. Elle n'a pas vécu entourée de magie toute sa vie comme elle, donc sa vie est en danger. Kifrey ne peut pas permettre cela car s'il arrive quelque chose à Coco, elle ne sera pas la seule perte à subir. Il se précipite pour ouvrir le portail, mais tout le monde est stupéfait quand il voit que Coco est sur le chemin du retour. Tessia ne peut retenir son soulagement en disant qu'elle était vraiment inquiète pour elle. Coco se précipite alors vers Agot et lui montre qu'elle a obtenu le consentement de la couronne. Agot ne montre pas la moindre émotion, mais Coco est quand même excitée car c'était la preuve dont elle avait besoin. À sa grande surprise, Agot s'éloigne simplement sans dire un mot. Kifrey, en revanche, a beaucoup de choses à lui dire. Il fait remarquer qu'il est extrêmement dangereux de lancer des sorts sans préparation adéquate et sans connaissance fondamentale. Kifrey est contrarié car il pensait que Coco avait déjà appris cette leçon. Coco aurait pu perdre la vie, alors il lui dit de ne plus jamais rien faire de tel. Coco se sent mal d'avoir inquiété tout le monde, alors elle s'excuse. Kifrey dit alors que Coco n'avait pas besoin de se mettre en danger pour prouver quoi que ce soit. Il déclare qu'elle est déjà son apprentie, et il lui montre une boîte qu'il a apportée. Tessia sait déjà ce que cela signifie, alors elle est très excitée. Coco ouvre la boîte, et elle n'arrive pas à croire ce qu'il y a à l'intérieur. Kifrey explique que c'est la preuve qu'elle est une sorcière. Pendant que Coco met ses nouveaux effets, Kifrey explique ce que cela signifie, c'est à la fois notre fierté et un carcan qui repose sur leur tête pour qu'elles n'abusent pas de leur magie. Tant que Coco le porte, elle ne peut oublier le poids derrière sa signification. Coco finit de s'habiller, et elle termine avec le chapeau pointu emblématique de la sorcière. Kifrey lui dit d'en prendre bien soin, et Coco promet qu'elle le fera. Il se prépare à continuer sa journée, mais le ventre de Coco commence à gargouiller. Tessia dit qu'elle devrait d'abord manger, et Richer dit que Coco a aussi besoin d'un bain. L'examen est enfin terminé, alors le groupe heureux se prépare pour le prochain chapitre. Juste à ce moment, nous voyons qu'un homme masqué semble avoir observé Coco pendant tout ce temps. Il est content de ce qu'il a vu, et il dit qu'une graine a germé. Un peu plus tard, Kifrey explique à Coco qu'il existe de nombreux types de magie, mais que 4 sont considérées comme particulièrement importantes. Il y a le sceau de l'eau, qui est la source de la vie. Le sceau de la terre qui permet la transformation et le mouvement. Le sceau de lévitation qui libère l'utilisateur pour visiter des royaumes lointains, et le sceau de la flamme qui est devenu l'épée et le bouclier de l'humanité. Kifrey veut que Coco les essaie, alors elle commence à écrire. Elle panique lorsqu'elle crée un feu, et Tessia doit l'éteindre. Elle dessina la boule de feu dans le cadre de son entraînement à la magie de lévitation, mais elle a échappé à son contrôle. Kifrey explique que le sceau du feu traite de phénomènes sans forme, il peut donc être dangereux s'il n'est pas maintenu à la bonne taille et dans le bon équilibre. Tessie est confuse parce qu'elle pensait que Coco maîtrisait la magie de lévitation à la plage de données. Coco explique qu'elle a abîmé les chaussures qu'Ago lui avait prêtées, alors elle voulait les réparer avant de les rendre. Coco a tout fini sauf les seaux de coulée sur les semelles, mais elle n'arrête pas de tracer ses lignes de manière trop tremblotante. Kifrey se demande si le stylo qu'elle utilise est le problème. Différentes personnes ont besoin de différents poids et prises, alors il se demande s'il devrait laisser Coco en choisir un pour elle-même. Tessia devient très excitée et dit qu'il devrait emmener Coco à la papeterie magique. C'est un magasin de fournitures artistiques, et ils ont toutes sortes d'outils magiques. Tout cela ressemble encore à un rêve pour Coco,
alors elle prend une minute pour se ressaisir. Quelques instants plus tard, ils volent tous vers le magasin. Ils arrivent dans une ville insulaire appelée Köln, qui est la ville de sorcières la plus proche de l'endroit où ils vivent. Coco est rapidement émerveillée en voyant que toute la ville est remplie de sorcières. C'est un endroit magnifique, mais Kifrey prévient qu'il y a des monstres dangereux appelés vertaubes dans les marécages boisés voisins. Pour protéger la ville de ces monstres, les sorcières ont transformé une partie du banc de sable en une île pour supporter une tour de guet. Des sorcières ont commencé à se rassembler ici, et l'endroit est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Juste à ce moment, Ago dit aux autres qu'elle a mieux à faire que de jouer les guides touristiques pour Coco. Il y a des magasins qu'elle veut visiter, alors elle s'en va seule. Kifrey l'autorise et lui dit de les retrouver plus tard à la papeterie magique. Il se demande comment se passent les choses entre Coco et Ago, alors Coco doit expliquer qu'elles ne sont pas très proches. Bien sûr, Coco reste sans voix alors qu'elle traverse la ville et voit tout ce que le marché a à offrir. Tout est si fantaisiste, mais une étrange silhouette dans une ruelle sombre attire son attention. Coco a cru voir quelque chose, mais les autres lui rappellent de rester ensemble. Ils arrivent enfin à la papeterie magique appelée l'épée étoilée. À l'intérieur, Coco se retrouve une fois de plus sans voix quand elle voit qu'un arbre géant pousse à travers le milieu du magasin. Le propriétaire du magasin dit qu'il ne voit pas souvent l'apprenti d'une sorcière être émerveillé par un arbre d'argent. C'est très courant, et il n'arrive pas à croire que Coco ne le sache pas. Kifrey explique qu'elle n'est pas apprentie depuis longtemps, alors le gars réalise qui elle est. Coco est devenue en quelque sorte célèbre, alors il s'excuse de ne pas avoir réalisé plus tôt. Ce gars s'appelle Nanao, et il est le propriétaire de l'épée étoilée. Nanao déclare que tous les composants de son magasin ont été fabriqués par lui et son petit-fils, Tarta. Il a également la capacité d'extraire de l'encre de conjuration à la concentration qu'ils veulent. Coco ne sait même pas ce que cela signifie, alors Nanao dit qu'il peut lui montrer. En montant les escaliers, elle aperçoit Tarta, qui est très concentré sur son travail. Quand ils arrivent à l'étage supérieur, Nanao coupe une branche de l'arbre. Il met la branche dans une fiole placée au-dessus d'une flamme, et les filles regardent avec émerveillement l'eau devenir noire. Nanao explique que les branches sont d'un blanc argenté quand elles sont saines, mais qu'elles deviennent noires quand elles meurent. Dans cet état, c'est toxique à la fois pour l'arbre et pour les humains. Cependant, une fois dissoute dans l'eau et filtrée, cela se transforme en quelque chose d'utile. Cela devient de l'encre de conjuration brute, qui est une source de toute magie. Kifrey ajoute que l'encre ordinaire est fabriquée à partir de la suie produite lorsque l'on brûle du bois normal, mais l'encre de conjuration est différente. Elle est fabriquée à partir du sang littéral de l'arbre. C'est pourquoi les arbres d'argent comme celui-ci sont extrêmement importants pour les sorcières. Pour une raison quelconque, c'est le seul arbre dont elles peuvent extraire l'encre. Il leur est très précieux, et il existe même une vieille légende à son sujet. La légende raconte qu'il y a longtemps, un arbre d'argent est tombé amoureux d'une sorcière. Il a offert son sang pour être encre et ses branches pour être baguette. Entendre parler de baguette captive vraiment l'attention de Coco, alors Nanao réalise qu'elle est venue pour en acheter une. Il regarde très attentivement certaines de ses bouteilles en verre, et il en choisit une pour Coco. Il y verse de l'encre et dit à Coco d'aller essayer des baguettes. Il est sûr qu'elle trouvera celle qui lui convient parfaitement, et Coco ne pourrait pas être plus excitée. Elle descend joyeusement les escaliers avec les autres filles, mais elle voit la même personne masquée que tout à l'heure devant la fenêtre. Elle se précipite dehors en leur disant d'attendre, mais la personne a déjà disparu. Les autres filles poursuivent Coco, et elles sont choquées de la voir courir si loin. Elles sont sûres qu'elle se perdra sans elle, alors elles courent pour la trouver. Coco rentre dans Ago, et les autres filles n'ont pas le temps d'expliquer. Elles disent simplement à Ago de venir avec elles, alors elles se mettent toutes à poursuivre Coco. Coco poursuit désespérément la personne mystérieuse, et la poursuite dure assez longtemps. Les autres filles essaient de lui dire de s'arrêter, mais cela ne sert à rien. Elles courent toutes dans une sorte de brouillard, et elles disparaissent devant l'animal de compagnie de Coco. Ago parvient à rattraper Coco, alors Coco explique qu'elle poursuit la personne qui lui a donné le livre interdit. Malheureusement, il s'est enfui, alors Tessia dit qu'elle devrait retourner au magasin. Richie a un mauvais pressentiment à ce sujet car le paysage est trop différent ici pour qu'elle soit simplement à une ruelle de là. Tout le monde regarde autour d'elle, et elle réalise qu'elles sont dans un endroit complètement différent. Les murs et les sols sont faits d'une pierre blanche qu'on ne voit pas à Köln. Cela signifie qu'elles ne sont plus à Köln, et les filles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ne sont pas passées par une voie de fenêtre, et ce n'est pas comme si elles pouvaient simplement se téléporter. Tessia dit que c'est impossible, alors elle va jeter un coup d'œil depuis le ciel. Ago dit que Tessia a peut-être une idée parce que cela ne pourrait arriver que d'une seule façon. Elles auraient pu être directement téléportées ici sans s'en rendre compte. Coco est horrifiée car ce genre de sort n'est pas autorisé, quelqu'un a utilisé de la magie interdite pour les amener ici, et elles ne savent pas comment revenir. Tessia revient toute paniquée après avoir confirmé qu'elles ne sont plus à Köln. Elle dit frénétiquement qu'elles doivent sortir d'ici, et les autres se demandent ce qu'elle a vu qui la met dans cet état. Tessia explique que ce n'est pas ce qu'elle a vu, c'est plutôt ce qu'il a vu. Juste à ce moment, le sol commence à trembler, et un dragon géant apparaît.
Nous voyons que l'homme masqué est au loin, et il souhaite la bienvenue à Coco dans le monde de la magie. Alors que Coco est figé de peur, le gars pense à comment elle est leur seul espoir. De retour au magasin, Kifray se demande où sont les filles. Nanao a supposé qu'elle s'était ennuyée et était allée se promener. Kifray ne peut pas imaginer qu'elle s'ennuierait ici parce que c'est le meilleur magasin du monde. De plus, les filles ne sont pas du genre à partir sans rien dire, alors il se demande où elles pourraient être. Juste à ce moment, Tarta dit qu'il les a vues courir après une sorcière étrangement habillée. La sorcière portait un masque qui ressemblait à un globe oculaire, et Kifray est stupéfait d'entendre cela. De retour avec les filles, elles sont toutes horrifiées alors que le dragon géant les regarde. Ago dit aux autres de rester calmes et de rester parfaitement immobiles. Elles doivent maintenir un contact visuel avec la bête tout en reculant très lentement. Quand elles seront suffisamment loin, elle leur donnera le signal, et elles courront aussi vite qu'elles le pourront. Les filles font exactement cela, et elles créent une certaine distance entre elles et le dragon. Quand elles sont suffisamment loin, Ago leur donne le signal, et elles courent toutes pour sauver leur vie. Le dragon les poursuit, et il est bien trop rapide. Ago doit leur acheter du temps avec une attaque de feu, et elle dit à tout le monde que c'est leur chance de courir. Elle crée encore plus de distance, et Coco dit à Ago que son sort était incroyable. Ago explique qu'elle a utilisé le sceau du feu entouré du signe du vent en spirale. Coco n'arrive pas à croire qu'elle l'ait dessiné si vite, mais Ago dit que ce serait impossible. Ce qu'elles font en réalité, c'est dessiner les sorts à l'avance dans un objet appelé un cœur de paume. Avec ce petit dispositif, elles peuvent utiliser les sorts en une seconde simplement en fermant l'anneau du cercle. Juste à ce moment, les filles tombent sur une impasse, et elles voient que le dragon s'approche. Tessia est horrifiée car elle réalise que le dragon va les traquer et les manger toutes vives. Elle ne veut pas que sa vie se termine, et elle commence à paniquer très fort. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a été entraînée dans ce pétrin, et cela fait mal à Coco. Tessia réalise ce qu'elle vient de dire, et Ago essaie de la calmer. Elle lui rappelle qu'elles sont apprenties sorcières et qu'elles trouveront un moyen de s'en sortir avec leur magie. Cela étant dit, Ago dit qu'elle utilisera un sort de brise-mur pour créer une issue de secours. Elle dit à Tessia et Rishi de lui acheter du temps, alors les autres filles se préparent. Pendant qu'elle se prépare, Coco pense à ce qu'elle a vu dans les yeux de Tessia. Tessia la blâme pour tout cela, et Coco peut comprendre pourquoi. Tessia finit de dessiner son sort, et elle le place dans sa robe. Cela fait voler sa robe, et elle parvient à attirer l'attention du dragon. Cela leur fera gagner du temps, alors les autres filles lui disent qu'elle a fait du bon travail. Coco est également émerveillée, mais elle remarque un étrange cercle magique au loin. Elle essaie d'en parler à Ago, mais cela fait rater son dessin à Ago. Bien sûr, Ago est furieuse et dit à Coco qu'elle ne peut pas toucher quelqu'un pendant qu'il dessine. Coco dit qu'elle ne l'a pas fait exprès, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Ago fait remarquer que Coco ne fait jamais exprès les choses qu'elle fait, transformer sa mère en pierre et mettre toutes les filles en danger ont été des accidents. Elle ne fait rien intentionnellement, mais au final, c'est toujours de sa faute. Ago lui dit qu'elle doit bien comprendre à quel point elle est ignorante et qu'elle doit simplement arrêter de faire quoi que ce soit. Ago dit alors que son dessin est ruiné et qu'elle n'a pas le temps de recommencer. Elle essaie de trouver une solution, mais soudain, Rishi dit qu'elle s'en est occupée. Elle termine son propre dessin et crée un trou géant dans le mur. Ago lui dit qu'elle a fait du bon travail et dit qu'elles peuvent enfin laisser cette impasse derrière elle. Ago précise qu'elle parle d'une partie du labyrinthe, mais elle ne blâmerait pas Coco si elle pensait qu'elle parlait d'elle. Les filles continuent leur fuite, et Coco se demande ce que Kifray lui dirait de faire. De retour en ville, nous voyons que Kifray a cherché les filles. D'après ce que Tarta lui a dit, il a déterminé que les chapeaux sont derrière tout cela. Ils ont une réputation terrifiante, et personne n'aurait imaginé que l'un d'eux viendrait ici. Les chapeaux sont une faction dangereuse qui porte des chapeaux d'une époque révolue. Leurs identités sont un mystère car ils portent des masques pour couvrir leur visage. Kifray pensait que Coco leur donnerait un indice, mais il ne s'attendait pas à ce que les chapeaux viennent à elle. Il se demande si Tarta a plus d'informations, mais non. Heureusement, le petit pinceau compagnon de Coco attire l'attention de Kifray. Kifray se souvient que Coco a ramené ce petit gars, et il semble qu'il était avec les filles quand elles ont disparu. Il sait même où elles sont allées, alors Kifray suit son guide. Il fera très bientôt nuit, alors Kifray espère juste que tout le monde est en sécurité. Le dragon attrape le leurre de Tessia et les filles continuent de courir pour sauver leur vie. La créature est absolument terrifiante et elle fait trembler le sol à chaque fois qu'elle atterrit. Les filles sont horrifiées lorsqu'elles réalisent qu'elles sont revenues au même trou que Rishi avait ouvert auparavant. Rishi a perdu le compte du nombre de fois que cela s'est produit et les filles décident de trouver un endroit couvert pour se cacher. Elles trouvent un endroit et Tessia a du mal à accepter leur situation. Coco lui donne le chapeau qu'elle a laissé tomber et elle peut voir que Tessia ne va pas bien. Elle s'excuse et dit que tout est de sa faute. Coco veut se faire pardonner d'une manière ou d'une autre, alors elle offre sa propre cape pour la garder au chaud. Tessia est touchée par le geste et Coco explique pourquoi la cape signifie tant pour elle. Quand elle la porte, personne ne peut voir qu'elle tremble de peur. Savoir qu'elle a toujours l'air d'une sorcière à l'extérieur l'aide à être courageuse. À cause de cela, Coco veut que Tessia la porte maintenant.
Tessia a eu beaucoup plus d'espoir que Coco dans cette situation, et tout le monde aura besoin d'elle. À ce moment-là, Tessia active une sorte de magie et les recouvre toutes les deux d'un gros nuage. Cela les isole et les autres filles se demandent ce que Tessia fait. Tessia s'excuse pour la façon dont elle a regardé Coco tout à l'heure et Coco lui dit que ce n'est pas grave parce que c'est vraiment de sa faute. Tessia se sent quand même mal parce qu'elle a déchargé sa peur sur Coco. Elle est sorcière depuis plus longtemps, donc c'est elle qui est censée protéger Coco. Coco devient émotive en disant que Tessia la protège et elle montre le sort de nuage vert comme preuve. Elle dit qu'elle se sent super détendue même si elles sont en danger et elle pense que cette magie est puissante. Tessia s'ouvre un peu et révèle que ce sort est en fait sa propre création. Quand elle était petite, elle a toujours rêvé de faire une sieste sur un nuage. Quand elle a appris la magie, elle a commencé à essayer différentes choses pour y parvenir. Ce n'est pas encore fini, mais une fois qu'il le sera, elle aimerait le soumettre pour approbation comme un sort à usage général que tout le monde pourrait essayer. Ce n'est peut-être pas le sort le plus utile qui soit, mais c'est son rêve et cela compte beaucoup pour elle. Elle dit à Coco de garder sa cape car elle a beaucoup de sens. Tessia veut qu'elles gardent toutes leurs capes jusqu'à ce qu'elles soient toutes rentrées chez elles saines et sauves et qu'elles deviennent ensemble de vraies sorcières. Coco est touchée par cela et elle accepte avec joie. Juste à ce moment, Ago et Richie s'installent confortablement à l'intérieur du sort de nuage aussi. Ago dit qu'il fait trop froid dehors et elle offre même quelques conseils sur la façon dont Tessia peut améliorer son sort de nuage. Tout d'abord, elle dit qu'il doit être fait d'une substance ayant plus de masse. Si Tessia veut que les gens puissent voler dessus, elle aura besoin d'un matériau ressemblant à un nuage comme substitut, comme du coton. Tessia fait remarquer que si elle utilise du coton, ce ne sera qu'un matelas normal. Ago va droit au but et rappelle à toutes qu'elles doivent trouver comment sortir d'ici. Elle a déterminé que toute la zone semble être sous un sort. C'est ainsi qu'elles ont été amenées ici et pourquoi elles n'arrêtent pas de revenir au même endroit. Elle fait remarquer que tout type de magie, même la magie interdite, a besoin d'un sceau d'incantation pour fonctionner. Elles doivent trouver où il se trouve, mais cet endroit est immense. Juste à ce moment, Coco parle parce qu'elle pense avoir vu le sceau d'incantation plus tôt. Elle leur montre ce qu'elle a vu, et tout le monde convient que c'est un sceau d'incantation. Le sceau d'incantation est tout en haut d'un labyrinthe, et le dragon est juste là avec. Tessia fait remarquer que le dragon semble encore plus gros qu'avant, et Richie dit qu'il est possible qu'elle rapetisse en même temps que le reste de l'espace. Quoi qu'il en soit, Ago dit que si le dragon protège le sceau d'incantation, elles vont devoir le battre. Elle commence à penser à utiliser la magie du feu, mais Coco l'arrête. Coco fait remarquer calmement que le sort de feu d'Ago n'a pas vraiment fait grand-chose au dragon avant. Ago est prise au dépourvu, mais Coco explique ce qu'elle a vu. Ago a ralenti avec son attaque, mais elle ne lui a pas vraiment fait de mal. Ce n'est pas que le sort était faible. Il semble que le feu ne soit pas la solution pour le battre. Ago se demande ce qu'elle propose et Coco surprend tout le monde en disant qu'elle ne devrait pas essayer de le battre du tout. Ago se demande si Coco dit ça parce qu'elle est toujours contrariée par ce qu'elle a dit avant, mais Coco dit que non. Elle explique simplement qu'Ago et Tessia viennent de lui donner une idée et elle a un plan. Elle ne sait pas si ça va marcher, mais elle veut essayer. Coco révèle que son plan est de réaliser le rêve de Tessia. Ago exige de savoir de quoi elle parle, alors Coco explique. Le nuage de Tessia les a fait se sentir chaudes et en sécurité dans cet endroit glacial, alors que se passerait-il si elle faisait un lit nuage pour le dragon pour qu'il reste là au lieu de les attaquer? Ago doute immédiatement de ce plan, mais Richie dit que ça pourrait marcher. Elle déclare que tous sont impuissants devant le pouvoir d'un lit de verre et que cela s'applique probablement aussi au dragon. Tessia est d'accord avec la logique et même Ago commence à être convaincue quand elle y réfléchit. Elle dit à tout le monde de lui donner une minute pendant qu'elle pense à quel point un lit de verre est irrésistible. À ce moment-là, Coco se lève et tout le monde se demande ce qui ne va pas. Coco dit qu'elle pensait juste à savoir si le dragon allait bien. Elle se souvient que quand elles se sont enfuies avant que le dragon ne s'écrase violemment contre un pilier. Elle avait trop peur à ce moment-là pour y penser, mais elle réalise maintenant que ça a dû être vraiment douloureux. C'est d'ailleurs une grande partie de la raison pour laquelle elle veut essayer ce plan. Elle se souvient de ce que Kifrey lui a dit à propos du fait que les sorts ne sont pas interdits, sont ceux qui apportent le bonheur à tous. Tout le monde est surpris par son discours et même Ago ne peut s'empêcher d'écouter. Coco veut montrer au dragon une magie plus douce et si ça marche, personne n'a besoin d'être blessé. Sa compassion est inspirante et elle semble même toucher Ago. Tessia est émue par cela et elle dit que si Ago les aide, ça marchera probablement encore mieux. Richie est d'accord et fait remarquer qu'Ago semble déjà avoir quelques idées. Ago admet que c'est le cas, alors Tessia dit qu'elles devraient faire cela ensemble. Elle rappelle à Ago qu'elle est la meilleure pour dessiner les sauts d'entre elles toutes et qu'elles auront bien plus de chance si elle est dans l'équipe. Ago prend un long moment pour réfléchir, mais elle finit par accepter. Coco la serre presque dans ses bras d'excitation, mais Ago dit qu'il est temps de planifier. Les filles se réunissent et cherchent des idées sur ce avec quoi elles pourraient faire un lit nuage. Elles ont besoin de quelque chose d'aussi moelleux qu'un nuage, mais avec une substance appropriée, quelque chose qu'elles peuvent trouver dans cet endroit, et qui peut aussi supporter le poids d'un dragon. Tessia suggère du papier déchiqueté,
Mais Ago dit que même si elle déchiquetait tous leurs 4 appareils, cela ne suffirait pas. Coco suggère du tissu, et Rishi suggère des cheveux, mais Ago les rejette aussi. Juste à ce moment, Ago réalise qu'elle pourrait peut-être utiliser du sable. Elle explique qu'elles peuvent créer du sable très fin en brisant les murs et les sols en utilisant le sort de brise-mur. Ago se met au travail et commence à dessiner. Elle explique que plus il y a de signes dessinés sur le seau, plus le sable produit sera fin, et encore plus si les seaux sont plus petits. Rishi dit qu'elle devrait lui laisser les petits seaux, et elle commence à dessiner comme une folle. Coco n'en croit pas ses yeux à quelle vitesse elle va, et Tessia dit que c'est la spécialité de Rishi. Ago dit à Tessia de penser à un sort qui rassemblera le sable sur la place centrale sans trop le tasser. Quant à elle, elle essaiera de penser à un sort d'enveloppement qui le maintiendra en place. Tout le monde sait quoi faire, alors elle se met en mouvement. Coco se demande ce qu'elle devrait faire, alors Ago lui dit de ne pas gêner. Elle a accepté le plan de Coco, mais Coco n'a pas un niveau de compétence tel qu'Ago peut lui confier un sort. La meilleure chose qu'elle puisse faire maintenant est de ne pas gêner. Coco comprend, alors elle regarde les autres depuis un endroit sûr. Coco regarde l'un des sorts qu'Ago a jeté, et elle se demande comment elle dessine un cercle aussi parfait. Elle regarde de plus près et ne peut s'empêcher d'admirer Ago. Ago trace le cercle dans l'air plusieurs fois au début, puis commence au point le plus proche d'elle. Coco se demande si les autres filles font de la même manière, alors elle les observe attentivement. Elle est choquée de réaliser que les autres filles font de la même manière. Coco se demande alors comment elle a fait tout ce temps, et elle réalise quelque chose. Elle n'a jamais vraiment réfléchi à des choses comme par où commencer et à quoi la forme finale devrait ressembler. Coco est incroyablement motivée et elle décide d'essayer jusqu'à ce qu'elle puisse le faire comme elle. Des heures passent pendant que Coco pratique encore et encore. À la tombée de la nuit, les filles ont froid et manquent de papier. Elles sont également bloquées car elles ont heurté un mur avec le sort d'enveloppement. Le dragon rugit au loin, et Ago dit que c'est sans espoir. Un signe de convergence tasserait trop le sable, et une membrane d'air serait trop faible et se désintégrerait. Rishi suggère de le renforcer avec de fines bandes de tissu, mais Ago dit que le simple fait de l'envelopper ne suffira pas. Les filles se creusent toute la tête pour essayer de trouver une solution, mais rien ne semble fonctionner. À ce moment-là, l'attention de tout le monde se porte sur le feu que Coco vient de faire, et elle dit qu'elle a enfin réussi. C'est une boule de feu, et Ago ne peut que se demander pourquoi elle fait ça maintenant. Tessia est vraiment excitée parce que Coco n'a jamais été capable de faire une pyroboule stable. Tessia veut savoir quand elle a appris à le faire si bien, et Coco dit qu'elle s'est entraînée en regardant les autres. Elle l'a fait encore et encore jusqu'à ce qu'elle réussisse, et les filles sont vraiment impressionnées. Ago dit que tout le monde peut apprendre avec suffisamment de répétition, mais cela lui donne une idée. Elle réalise que la répétition est la réponse à leurs problèmes, et elle sait exactement quoi faire. Après qu'Ago a expliqué le plan au groupe, les filles se préparent. Alors qu'elles se déplacent, elles déterminent que le dragon grossit, donc elles doivent finir rapidement. Ago dit à Rishi d'y aller et les filles commencent à dessiner. Elles travaillent incroyablement vite et avec une grande précision. Elles se sont séparées en 2 groupes, et elles communiquent en s'envoyant des signaux. Finalement, leurs sauts sont presque terminés, et tout ce qui reste est de fermer le cercle. Elles s'envoient des signaux, donc elles ferment leur cercle en même temps. Leur sort déclenche une explosion, créant d'immenses nuages de sable. Les filles se déplacent rapidement pour activer d'autres sauts qu'elles ont à proximité. Le dragon pousse un rugissement fort alors que du sable va partout. Tous les sauts ont été activés, alors Ago dit qu'il est temps de se regrouper. Un regard en arrière montre pourquoi Ago a parlé de répétition aux autres. Ce dont elles avaient besoin, c'était de quelque chose pour empêcher leur sort de se désagréger. Son idée était d'envelopper le sort dans une magie de répétition qui le ramène constamment à sa forme initiale. En d'autres termes, elles envelopperaient la combinaison de brise-mur et de nuages bouffants dans un sort de répétition pour créer un nuage de sable. Le dragon est vraiment gros, donc Ago a déterminé qu'elles auraient besoin de 5 sorts. Après avoir activé tous les sauts, les filles se regroupent enfin. Si elles ont réussi le positionnement et le timing pour combiner les 5 sauts en un seul, alors même lorsque le dragon s'y enfoncera avec son poids, le nuage de sable devrait pouvoir le retenir. Le nuage devrait continuellement essayer de revenir à sa forme originale et maintenir son moelleux. Étonnamment, le dragon semble curieux alors qu'il s'approche du nuage. Les filles attendent avec impatience de voir ce qui se passe, et elles sont toutes choquées lorsque le dragon jette son corps géant dessus. Il semble aimer le lit moelleux, et les filles l'appellent le coussin neutralisant de dragon. Ago, cependant, dit que cela s'appelle en fait le lit de sable du serpent. Il n'y a pas de temps à perdre car c'est leur seule chance de passer devant le dragon. Tessia prend du retard en regardant la bête s'allonger sur son nouveau lit. Elle révèle que c'est la première fois qu'elle rend quelqu'un heureux avec un sort. Elle n'y avait jamais vraiment pensé avant, et elle n'arrive pas à croire que les sorts puissent apporter autant de joie. Les filles se dirigent ensuite vers le seau qui se trouve sur la tour. Elles ne savent pas quel genre de sort c'est car elles n'en ont jamais vu auparavant. De retour avec Kifrey, nous voyons que l'animal de compagnie de Coco l'a mené à la ruelle où les filles ont été vues pour la dernière fois. Kifrey ne sent personne ici,
Alors il se demande où les filles sont allées. Tartare dit qu'il pensait que cette ruelle était pavée et il se demande s'ils l'ont changée. À ce moment-là, cela fait réaliser quelque chose à Kifray. Il explique que les brosses compagnons sont attirés par l'odeur de l'encre d'invocation. La petite bête renifle quelques pierres, alors Kifray va vérifier ce que c'est. Regardez en dessous libère une énorme quantité de pouvoir et le sort n'arrête pas d'attaquer Kifray. De retour avec les filles, nous voyons que quelque chose se passe dans cette dimension. Ago est furieuse parce que Tessia a pensé que ce serait une bonne idée de briser le sceau. Le sceau est ce qui les a amenés ici, alors elle a pensé que le briser les libérerait de ce monde. Malheureusement, cela n'a fait que rendre les choses beaucoup plus dangereuses, mais Coco pense qu'une sortie vient de s'ouvrir dans le ciel. À ce moment-là, le dragon les attaque à nouveau, et Ago tombe de la tour. Ago réalise qu'elle a des problèmes parce qu'elle ne porte pas ses chaussures. Elle ne pourra pas voler, et elle tombe beaucoup trop vite pour que les autres filles puissent l'aider. Le dragon manque de l'attraper, mais Kifray arrive juste à temps pour la sauver. Kifray dit à Ago de s'accrocher parce qu'il doit esquiver le dragon. Il s'élance dans le ciel à une vitesse incroyable et il donne un autre avertissement à Ago. Il aura besoin de ses mains libres pour ce qu'il va faire ensuite, donc elle devra s'accrocher à lui toute seule. Kifray ferme l'anneau d'un de ses sorts et disperse tous les nuages autour de lui. Il active un autre saut et des ailes géantes émergent. Ce sort incroyable crée un dragon d'énergie plusieurs fois plus grand que l'autre dragon. Il couvre tout le ciel et il consume l'autre dragon en une seule bouchée. Le dragon d'énergie s'écrase sur le sol, inondant toute la dimension. L'énergie se transforme en eau et nous voyons que le sort époustouflant de Kifray a vaincu le dragon. Ago reste sans voix et Kifray lui dit de ne pas s'inquiéter car le dragon est inconscient. Les autres filles arrivent et Kifray est heureux de les voir. Il explique qu'il les cherchait et qu'il a été amené ici par une sorte de sort. À ce moment, il réalise que Coco n'est pas avec elle et il se demande où elle est. Coco est maintenant dans une dimension couverte d'obscurité et elle ne peut entendre qu'une voix. C'est le gars masqué qui est derrière tout cela et il souhaite la bienvenue à Coco. Il explique qu'il a attendu si longtemps que les graines qu'il a plantées germent. Il se demande si Coco a aimé la mission qu'il lui a confiée et si cela a aidé sa croissance. Coco ne semble pas consciente donc elle ne peut pas lui répondre. Le gars dit à Coco qu'il veut lui offrir un cadeau et il dit qu'il lui apprendra des choses que Kifray ne peut pas. Il dit que quand ce jour viendra, ce sera vraiment quelque chose de spécial. Coco se réveille et quand elle reprend ses esprits, elle se demande si Ago va bien. Ago va bien, donc Coco est incroyablement soulagée. Kifray explique qu'il a trouvé Coco inconsciente sur les escaliers de la tour. Coco n'a aucune idée de quoi il parle, alors Kifray craint que les chapeaux cloches n'aient pu lui faire quelque chose. Coco dit que non et qu'elle est juste un peu dans la lune. Coco remarque que toutes les filles sont couvertes de saleté et elle se demande si elle va bien. Coco dit qu'elle va bien, mais elle ne peut pas retenir ses véritables émotions. Elle craque et s'excuse auprès de tout le monde de les avoir mêlées à tout cela. Elle est vraiment désolée, et les filles ne savent pas quoi dire. Kifray dit à Coco que Tessia l'a mis au courant de tout ce qui s'est passé là-dedans et de ce qu'elles ont toutes fait. Il dit que d'après ce qu'il a entendu, Coco les a toutes sauvées. Il lui dit que les idées sont tout aussi importantes pour lancer des sorts que la calligraphie. Il ne veut pas laisser cela se perdre et il veut travailler dur pour cultiver ce talent. Coco se sent beaucoup mieux et elle est d'accord avec lui. Les filles célèbrent ensemble et Nanao arrive, heureux de voir que tout le monde va bien. Kifray révèle qu'il a une demande sérieuse à faire à Nanao. Il s'avère que Kifray a trouvé un seau d'incantation caché sous les pierres qui servaient de pavement dans la ruelle. Kifray a besoin de savoir ce qu'il y a dans l'encre et il veut que Nanao se renseigne. En plus de cela, il veut qu'il garde le secret même vis-à-vis des chevaliers moraux. Nanao est choqué parce que les sorcières ont l'obligation de signaler les observations de magie interdite. Kifray montre à quel point il peut être terrifiant en répétant simplement que pas une seule personne ne doit jamais découvrir cela. Après que Kifray soit passé, Nanao ne sait pas ce qui est pire. Les choses qui se sont déjà produites ou les choses qui pourraient arriver ensuite. Un peu plus tard, Coco s'entraîne à dessiner des sorts aux côtés d'Ago. Coco soupire à cause de son erreur, ce qui fait qu'Ago se trompe à son tour. Coco fait alors tomber un livre, ce qui dérange également Ago. Ago décide de quitter la pièce, et Coco se demande si elle n'a pas fait trop de bruit. Ago continue à s'entraîner dehors et parvient à accomplir un sort. Malheureusement, elle dit que la lumière qu'elle a créée est faible et instable. Un oiseau semble l'apprécier, ce qui fait perdre sa concentration à Ago. À l'intérieur, Coco est contrariée car son dessin est encore tremblant. Elle explique qu'elle n'a jamais pu choisir un pinceau qui lui convienne à calme. Pour une raison ou une autre, Coco ne peut tracer de belles lignes droites qu'avec une pierre pigmentaire. Malheureusement, ce n'est pas adapté pour dessiner sur du petit papier. Coco pense alors qu'elle n'a pas réussi à lancer un seul de ses propres sorts pendant toute l'épreuve du dragon. Kifray lui a dit que les idées sont un élément important de la magie, mais elle aimerait quand même pouvoir faire plus. Elle s'arrête avant de s'engager sur cette voie car elle sait que cela ne ferait que la rendre triste. Au lieu de cela, elle s'encourage en se disant qu'elle doit simplement s'y habituer. Elle jure de s'entraîner par la répétition, alors elle continue. Malheureusement, l'épuisement la rattrape et elle commence à s'assoupir. Kifray la trouve et lui dit que si elle s'endort ici,
Elle va attraper froid. Coco insiste sur le fait qu'elle n'essayait pas de dormir et qu'elle a soudainement ressenti de la fatigue. Elle avoue à Kifray qu'à ce rythme, elle ne pourra jamais réussir l'épreuve de la tour des tomes. Cela signifie qu'elle ne pourra pas trouver le livre illustré qui sauvera sa mère. Coco se surprend à se dénigrer à nouveau, et c'est ce qu'elle veut éviter. Elle change de vitesse et se rappelle qu'elle peut y arriver parce qu'elle aime la magie. Kifray la calme et lui dit de venir avec lui. Il l'emmène à la cuisine, et Coco remarque que ça sent vraiment bon. Kifray dit qu'il pensait à remonter un des chaudrons, et il lui propose de goûter le ragoût à l'intérieur. Coco est ravie de voir à quel point c'est bon, et Kifray révèle que le ragoût a 2 ans. Bien sûr, Coco est horrifiée d'apprendre que la nourriture est aussi vieille, mais Kifray dit que ce n'est pas grave. Il explique que le chaudron magique répète le moment où le ragoût est fraîchement préparé, donc il ne s'abîme jamais. La seule chose est qu'il faut redessiner le sort régulièrement, sinon il finit par s'user. Kifray lui montre ensuite des ignames capra, et elle a entendu dire qu'elles sont délicieuses. Kifray veut qu'elle en cuise une pour lui, et il lui rappelle qu'elle a appris à dessiner le sort de boule de feu. Coco se met au travail et crée une boule de feu comme avant. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, car les ignames éteignent sa flamme. Kifray explique que les ignames capra sont lourdes, donc le signe de lévitation a besoin de rayons plus longs. De plus, il ne faut pas une flamme trop petite ou déséquilibrée. Elle échoue à nouveau, alors il lui fait remarquer que son sigle était trop grand cette fois. Kifray est incroyablement patient, alors il lui dit de continuer à essayer. Coco suit chaque étape, échouant de nombreuses fois. Finalement, elle réussit tout parfaitement et atteint son objectif. Elle est ravie d'avoir parfaitement cuit l'igname, et Kifray confirme qu'elle est cuite comme il faut. Il lui demande alors si elle a encore sommeil, et elle est surprise car elle n'a plus du tout sommeil. Kifray s'ouvre un peu et lui dit que la magie de l'eau a été la première qu'il a maîtrisée. En partie parce qu'il était mauvais nageur, et aussi parce qu'il détestait être mouillé. Il s'est beaucoup entraîné, spécifiquement pour échapper aux tâches de lavage. Il dit à Coco que si l'on est désespéré d'apprendre quelque chose rapidement, la meilleure chose à faire est de l'intégrer dans sa vie quotidienne. Il déclare qu'il n'y a pas de meilleur professeur que la vie elle-même. Coco est incroyablement inspiré par l'idée d'intégrer la magie dans sa vie quotidienne, et Kifray dit que la cuisine est un bon début. C'est une très bonne pratique, et elle peut en même temps profiter de bonne nourriture. Juste à ce moment, Tessia arrive parce qu'elle a senti quelque chose de délicieux, et Richie est juste derrière elle. Tessia se porte immédiatement volontaire pour faire fondre le fromage, et Richie dit que ce serait cool d'ajouter des marques de grillade avec la magie. Kifray lui dit qu'il espérait que Coco le fasse cette fois, et il demande si c'est acceptable. Coco accepte joyeusement, alors ils se remettent au travail avec l'aide des autres filles. Tous s'amusent pendant que Coco s'exerce à utiliser la magie pour cuisiner, et il prépare un magnifique repas. Coco a l'idée de manger dehors, alors Kifray adore et dit que ce sera comme un pique-nique. Il va rassembler leurs affaires, et Coco invite Ago. Ago dit qu'elle peut manger tout en travaillant, donc elle ne participera pas à la sortie. En outre, elle fait remarquer qu'il s'est mis à pleuvoir dehors. Tessia n'en croit pas ses yeux car il faisait si beau il y a quelques minutes, et Richie dit que c'est dommage. Coco se souvient que Kifray a mentionné qu'il détestait être mouillé, alors elle suppose que le pique-nique est gâché. Juste alors, Kifray revient et se demande pourquoi tout le monde fait la tête. Il leur rappelle qu'elles sont des sorcières, et il les émerveille en utilisant la magie pour dégager le temps autour de lui. Il ordonne aux filles de prendre leurs affaires pour qu'ils puissent partir. Kifray utilise la bulle magique qui les protège complètement de la pluie, et il se dirige vers un pont. Là, ils dégustent tout le délicieux repas qu'ils ont préparé. Finalement, la pluie s'arrête et un arc-en-ciel se forme. Coco reste sans voix devant tant de beauté, et elle a une idée. Elle veut qu'Ago voie l'arc-en-ciel avec eux car c'est la magie que ce monsieur leur a montré. Coco rentre précipitamment et tombe sur un inconnu à la porte. L'homme est surpris et se demande qui elle est. Il lui demande si elle est la messagère de quelqu'un, et il se demande si elle appartient à Alaria. Kifray arrive juste à ce moment-là, et Coco se précipite à ses côtés. Maintenant qu'elle est en sécurité, elle se présente comme l'apprentie de Kifray. L'homme est complètement choqué d'entendre cela, et il appelle Kifray par son nom. Kifray connaît ce type, et il le salue sous le nom d'Arugio. Kifray pensait que le travail d'Arugio prendrait plus de temps, et il ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si tôt. Arugio exige immédiatement de savoir pourquoi Kifray a pris une autre apprentie pendant son absence. Kifray dit que ce n'est pas si simple et explique que Coco a été victime de magie interdite. Arugio est visiblement contrarié après avoir entendu cela, et il dit à Coco de venir avec lui. Kifray se demande ce qu'il fait, alors Arugio explique qu'il ne veut rien avoir à faire avec les capes à large bord. Pour cette raison, il va livrer Coco au chevalier moral. Coco essaie de lui dire d'attendre, mais Arugio l'entraîne. Kifray crée immédiatement un sort et arrête Arugio net. Il dit alors fermement à Arugio qu'il ne laissera personne emmener Coco, pas même Arugio, qui est un cher ami. Arugio n'en croit pas que Kifray lui tourne sa magie contre lui, et il exige de savoir qui est cette fille. Kifray dit qu'ils devraient tous rentrer et qu'il expliquera tout. De retour avec les autres filles, Richie dit qu'il y a eu une éclaircie dans les nuages, alors elle a cru que l'orage était fini.
Cependant, il pleut maintenant encore plus fort qu'avant. Tessia est d'accord qu'on se prépare pour une vraie tempête cette nuit. Dans une autre pièce, Arugio n'en croit pas que Kifrey ait pris une étrangère comme apprentie. Kifrey est contrarié par la façon dont Arugio appelle Coco une étrangère, alors il lui dit qu'elle s'appelle Coco. Arugio s'excuse auprès de Coco et admet qu'ils n'ont tout simplement pas d'autres mots pour les gens qui ne sont pas sorcières. Kifrey les présente alors officiellement et explique qu'Arugio est l'œil vigilant de cet atelier. Il explique que les petits ateliers ruraux comme le leur ont tendance à devenir des silos. Pour éviter qu'ils ne cachent leurs problèmes, une autre sorcière reste avec eux pour surveiller les choses. Cette sorcière est appelée l'œil vigilant. Arugio fait remarquer avec colère que Kifrey cache actuellement l'un de ses problèmes. Kifrey explique son raisonnement et dit que s'il avait effacé les souvenirs de Coco cette nuit-là, ils auraient perdu leur seul indice sur le livre illustré de magie interdite. Il a aussi pensé que la garder auprès de lui était la meilleure méthode pour éventuellement guérir l'état de sa mère. Arugio dit qu'enquêter sur la magie interdite n'est pas leur travail, et qu'ils doivent laisser tout cela au chevalier moral. Kifrey voit que Coco est confuse sur l'identité des chevaliers moraux, alors il le lui explique directement. Ce sont les chevaliers de la moralité des sorts, et ce sont les sorcières gardiennes de la magie elle-même. Conformément au code du jour du pacte, ils effacent la mémoire de quiconque s'adonne à la magie interdite ou entre en contact avec des secrets magiques. Ils agissent strictement selon les règles et n'accordent aucune exception. Kifrey dit alors à Coco que s'il la livrait à eux, ils effaceraient même son amour pour la magie. Cela frappe très durement Coco, qui réalise pleinement ce que cela signifierait. Kifrey dit alors quelque chose qui vient visiblement de son cœur. Il lui dit qu'elle est une bonne fille, une travailleuse acharnée qui se soucie de sa mère, et surtout, qui aime la magie. Il dit que c'est de sa faute si elle a appris ce secret, et si les chevaliers moraux effacent ses souvenirs de magie, ils devraient aussi effacer les siens. Arugio est stupéfait car il voit à quel point Kifrey est sérieux. Il dit à Kifrey que lorsqu'il lui a demandé de prendre les autres apprentis, il pensait que Kifrey s'était enfin calmé. Arugio décide de laisser Kifrey faire ce qu'il veut, mais il l'avertit. Si quelque chose tourne mal, il le signalera immédiatement à la grande salle car c'est son devoir d'œil vigilant. Kifrey accepte ces conditions et dit à Coco de ne pas s'inquiéter. Il lui rappelle qu'elle a réussi l'épreuve par ses propres pouvoirs magiques et qu'elle est devenue son apprentie officielle, donc elle n'a rien à craindre. Aucune honte à avoir. Kifrey dit alors à tout le monde d'aller se laver avant d'attraper froid. Plus tard dans la nuit, Coco cherche désespérément son compagnon Pinceau, et elle réalise qu'il a disparu. Elle le voit se diriger droit vers une porte, et elle est horrifiée car c'est la chambre d'Arugio. Coco va frapper à la porte, mais elle voit qu'il y a un écriteau. L'écriteau dit que quiconque frappe sera maudit, alors Coco est de nouveau horrifiée. Coco rassemble son courage pour entrer, et elle appelle timidement le compagnon Pinceau. Malheureusement, elle éternue, et Arugio se demande qui c'est. Il voit que c'est Coco, et il dit que l'avertissement contre les coups est censé signifier « interdit d'entrer ». Il lui dit de partir et tend à Coco le compagnon Pinceau. Coco ne peut s'empêcher de remarquer que même si Arugio était complètement trempé par la pluie, il est maintenant parfaitement sec. Elle se demande comment c'est possible, puis elle ressent une sensation de chaleur autour d'elle. Ses cheveux commencent à sécher, et elle réalise qu'Arugio utilise sa magie sur elle. Elle le remercie, et il grommelle qu'il ne veut pas qu'elle attrape froid parce que son travail est de veiller sur eux. Il dit alors que c'est de sa faute s'il a laissé sa porte ouverte, et il lui dit de partir sans toucher à rien. Bien sûr, Coco touche immédiatement à quelque chose, et Arugio lui crie dessus. Coco n'a pas pu s'en empêcher en touchant une dalle au sol qui se met à briller. Elle explique que c'est le sort qui lui a fait aimer la magie pour la première fois. Ce sont les pavés qui brillent quand on marche dessus, comme celui qu'elle a vu à la fête quand elle était petite. Arugio confirme que le chemin de pierre lumineuse est son chef-d'œuvre. Il explique qu'une pierre est superposée sur une autre. Le poids du pas fait que le sigle et l'anneau se chevauchent. Il dit que c'est un sort simple que n'importe qui peut faire, mais Coco n'écoute pas car elle est trop occupée à allumer un tas de pierres. Arugio lui crie dessus, et elle n'en revient pas qu'elles brillent toutes. Arugio n'a pas été émerveillé par la magie depuis un bon moment, et il fait remarquer que briller est ce qu'elles sont censées faire. Coco lui explique que cette lumière est très spéciale pour elle. Elle lui raconte comment, quand elle était petite fille et qu'elle marchait sur des pierres comme celle-ci, elle avait l'impression que la magie faisait partie d'elle. Elle a aimé chaque pas qu'elle a fait, et elle ne l'a jamais oublié. Elle admet que c'est un souvenir triste à certains égards, mais ce sort lui a permis de rêver. Elle le remercie sincèrement et l'appelle Maître Arugio. Cela prend complètement Arugio au dépourvu, et il la chasse de sa chambre. Sur le seuil de sa porte, il pense à la façon dont il lui enlèverait cet incroyable amour pour la magie si elle était découverte. Le lendemain matin, la pluie tombe encore, et Coco demande à Ago si elle veut étudier ensemble dans le salon. Ago dit non car il est plus facile de se concentrer là où elle est. Coco va au salon pour étudier, et même si la porte est fermée, Ago entend encore tout le bruit que fait Coco. Cela rend Ago folle, mais elle se dit qu'endurer un peu de bruit fera partie de son entraînement. Elle se remet au travail, et elle commence réellement à remarquer des progrès. Son sort de lumière vacille encore, mais il est plus stable qu'avant. Ago pense que si elle continue comme ça,
Elle pourra bientôt passer le prochain test et éventuellement travailler dans le monde extérieur. Elle se remet immédiatement à s'entraîner, mais elle entend quelqu'un crier à la porte. Un homme paniqué, nommé Dagda, appelle à l'aide et demande si une sorcière habite ici. Kifrey essaie d'obtenir plus d'informations de Dagda, mais l'homme est trop paniqué. Il supplie Kifrey de les aider, et Kifrey lui dit de se calmer et qu'il va préparer les choses. L'homme est pressé et dit que la calèche va être emportée. Ago se demande ce qui se passe, alors les autres filles expliquent la situation. La pluie a emporté le pont sur la rivière Escalier, et une calèche est coincée au milieu de la rivière. C'est bien trop dangereux pour quiconque de s'approcher sans magie. Dagda prononce alors les mots qui plongent tout le monde dans un silence complet. Il dit que son fils est coincé dans la calèche. Kifrey confirme immédiatement qu'il a compris, et il dit qu'il sera là dans un instant. Ago reconnaît là un travail dans le monde extérieur, et des idées lui viennent. Kifrey essaie de calmer l'homme en disant que lui et son collègue s'y rendront tout de suite. Ago prend immédiatement la parole et interpelle Kifrey. Il dit aux apprentis que ce n'est pas sûr pour elle et qu'elles doivent attendre ici. Ago refuse de rester en arrière, et elle dit à Kifrey de l'emmener aussi, s'il vous plaît. Elle lui promet qu'elle sera utile et qu'elle ne le décevra pas. Quelques instants plus tard, nous voyons que les sorcières se dirigent vers le pont. Ago est emmenée, et nous avons un flashback pour voir ce qu'on lui a permis. Ago a insisté sur le fait qu'elle serait utile et a promis à Kifrey qu'elle pouvait gérer la situation. Kifrey lui a dit que cela ne ressemblerait pas à ses leçons et qu'il y aurait beaucoup de gens qui ne sont pas des sorcières. Il a souligné qu'elle n'avait même pas passé le deuxième test qui lui permettrait de lancer de la magie devant des non-sorcières. Il lui a dit d'être patiente, mais Ago a refusé. Elle estimait que s'il ne la laissait pas y aller maintenant, il ne le ferait jamais. Elle a fait remarquer qu'elle s'entraînait constamment par elle-même et qu'elle savait lancer des sorts devant les gens. Elle se prépare à ce test depuis des lustres, et elle a exigé de savoir pourquoi son maître ne cherchait pas plus d'opportunités pour que ses apprentis acquièrent de l'expérience. Avant que Kifrey ne puisse répondre, Dagda les a suppliés de se dépêcher car il manquait de temps. Arugio a dit qu'il irait devant pour installer une sortie par fenêtre sur le site. Il a dit à Kifrey de préparer les médicaments et les appareils dont ils auraient besoin et de le rejoindre là-bas. Arugio a alors dit qu'il emmènerait Ago avec lui, et elle était ravie. Elle a immédiatement couru chercher sa cape et son chapeau, et Tessia a annoncé que les autres venaient aussi. Kifrey était visiblement inquiet, mais Arugio lui a dit de se détendre. Il lui a rappelé qu'il y a des choses que les filles peuvent apprendre en vivant la réalité. Kifrey a admis qu'il était toujours inquiet, surtout pour Ago. Il a expliqué qu'Ago se concentre non pas sur la joie de ce qu'elle a accompli, mais sur la frustration de ce qu'elle ne peut pas encore faire. Il craint que dans sa hâte de grandir, elle ne fasse un faux pas. De retour au présent, Arugio dit à Ago de s'accrocher fermement alors qu'il traverse une tempête. Le sol ici n'est pas stable, ils doivent donc être très prudents. Lorsqu'ils arrivent sur le site, ils voient à quel point la situation est grave. La calèche est coincée dans la rivière, et le courant tente de l'emporter. La foule de gens effrayés aperçoit les sorcières, et ils sont immédiatement soulagés. Ils disent que la journée est sauvée, et ils disent aux gens dans la calèche de ne pas s'inquiéter. Arugio sort quelques appareils magiques, et il suppose qu'Ago sait comment les utiliser. Il lui dit de les utiliser pour aider les gens à sécher leurs vêtements et d'attendre leurs ordres une fois cela fait. Ago est visiblement déçue et demande si elle est vraiment censée utiliser uniquement des appareils magiques. Elle se demande s'il n'y a pas quelque chose de plus qu'elle pourrait faire, mais Arugio dit fermement que c'est tout. Il lui demande à quoi d'autre elle s'attendait et se demande si elle pense que les tâches simples ne valent pas la peine d'être faites. Il dit qu'il comprend pourquoi Kifrey s'inquiétait, et il lui dit directement qu'elle est trop impatiente. Si elle veut montrer ce qu'elle sait faire, il y aura de meilleurs cadres pour cela. Cependant, si elle veut vraiment être utile ici, elle doit réfléchir attentivement à l'utilité de la magie. Pendant qu'Arugio se prépare, Ago en vient intérieurement à semer des graines de doute et pense à la façon dont il la traite comme une enfant ignorante. Elle pense qu'elle travaille plus dur que quiconque, mais cela ne signifie rien si elle n'a rien à montrer. La raison pour laquelle elle a désespérément besoin de faire ses preuves, c'est qu'elle doit montrer à quelqu'un qu'elle est une sorcière digne de ce nom. Kifrey arrive peu après, et il passe immédiatement à l'action. Il utilise son puissant sabre fendeur de pluie pour fendre la rivière déchaînée, et la foule qui regarde n'en croit pas ses yeux. Il a fendu la rivière avec son sabre et a rendu le sauvetage beaucoup plus sûr. Tessia doit dire à tout le monde de reculer car ce n'est pas sûr. Kifrey et Arugio s'interpellent alors qu'ils coordonnent le sauvetage. Kifrey se demande combien de personnes se trouvent dans la calèche, et Arugio révèle qu'il y en a 2. Il sort le premier passager pendant que Kifrey lutte pour maintenir la rivière en arrière. Kifrey dit que ce n'est pas facile et que c'est pourquoi il déteste l'eau. Arugio lui dit de tenir un peu plus longtemps car il va aussi vite qu'il peut. Arugio récupère le deuxième passager, et Kifrey est enfin libre de lâcher prise. Kifrey utilise son sabre pour gagner du temps afin de pouvoir sortir de la rivière. Il termine le sauvetage, et Arugio confirme que tout le monde est sain et sauf. Dagda se précipite et retrouve l'enfant qui était à l'intérieur de la calèche, nommé Kustu. Kustu s'excuse et dit qu'il essayait de protéger la cargaison. Dagda dit que cela n'a pas d'importance tant qu'il est en sécurité,
et il remercie abondamment les sorcières. Kifrey est simplement content qu'il soit arrivé à temps, et il lui dit que ses apprentis ont des médicaments si quelqu'un est blessé. Il montre du doigt les filles, mais elles sont toutes distraites. Elles admirent le sabre que Kifrey a utilisé dans la rivière. Coco dit que c'est vraiment cool, et Tessia appelle ça la chose la plus cool au monde. Coco demande à Kifrey ce que c'est, alors il explique que ça s'appelle le fendeur d'anneaux. Le motif gravé sur la lame est composé de sceaux d'incantation. Même s'ils sont petits, avec autant de sceaux, on pourrait se frayer un chemin à travers l'océan. Les filles sont émerveillées, et Tessia demande immédiatement si elle peut le tenir. Malheureusement, Kifrey dit qu'elle ne peut pas car la magie lancée sur des armes nécessite la plus grande prudence. Ce n'est pas sûr, donc il ne peut pas encore la laisser le manipuler. Kifrey et Arugio se séparent ensuite pour vérifier les dégâts sur la rivière en amont et en aval. Kifrey dit qu'il emmènera Tessia avec lui, et Arugio dit qu'il emmènera Richie. Kifrey demande à Coco et à Go de surveiller les choses sur le site et dit qu'ils seront de retour dans rien de temps. Coco leur dit au revoir joyeusement, mais Ago est contrariée. Laissée seule pour s'occuper des blessés, Coco pense à quel point c'est gênant. Elle se souvient qu'elle doit encore réparer et rendre les chaussures d'Ago dès que possible. Elle finit d'aider un homme, et il la remercie en l'appelant « petite demoiselle sorcière ». Cela illumine complètement Coco, et elle ne peut s'empêcher de sourire. Un autre homme est soulagé que personne n'ait été blessé, mais il fait remarquer que plus de la moitié de leur cargaison a été emportée. Juste à ce moment, Dagda crie de panique en se demandant ce que fait Kustu. Kustu lui dit de ne pas s'inquiéter car il va juste chercher une caisse coincée sur un rocher. Il va simplement la ramasser et la rapporter. Dagda le traite d'idiot et l'avertit qu'il n'y a un espace que parce que la berge s'est déjà effondrée. Dagda exige qu'il revienne, mais il est trop tard. Kustu parvient à atteindre la cargaison, mais quelque chose de terrible arrive. L'arbre qu'il a utilisé pour descendre s'effondre, et un énorme rocher lui tombe dessus. Dagda est horrifié, et les autres doivent l'empêcher de tomber dans la rivière. Il leur dit de le lâcher, mais c'est trop dangereux. Juste alors, Ago voit un chapeau de sorcière parmi les décombres. Elle est sous le choc en réalisant que le chapeau appartient à Coco. Coco est tombée par-dessus bord, mais elle dit qu'elle n'est pas blessée. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Kustu, car il est inconscient. Dagda crie désespérément vers lui et se demande ce qu'il doit faire. Juste alors, il réalise qu'il y a une sorcière ici. Ago est son seul espoir, alors il la supplie d'utiliser la magie pour sauver Kustu. Il la supplie encore, et Ago réalise que c'est sa chance. Leurs maîtres ne sont pas là, et elle ne peut pas les rappeler sans ses chaussures. Coco est également coincée, et la situation est complètement désespérée. Elle pense que si elle sauve Kustu avec de la magie maintenant, elle pourra prouver à tout le monde qu'ils avaient tort à son sujet. Juste alors, la foule commence à presser Ago de savoir si elle va lancer un sort. Malheureusement, cette pression déclenche un flashback douloureux pour Ago. Nous voyons une jeune Ago être évaluée devant un groupe de sorcières, et un homme mystérieux lui dit de montrer ce qu'elle sait faire. Ceux qui la regardent sont dédaigneux, ils disent que sa magie n'est pas grand-chose comparée à d'autres, certains disent qu'elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle est moyenne, et ils ont du mal à croire qu'elle soit la fille de sa mère. L'un d'eux dit que quand on a du vrai talent, on le voit à cet âge, et il se demande si Ago s'entraîne seulement. Le moment le plus dévastateur arrive quand une sorcière se tourne vers Ago et lui dit qu'elle avait de si grands espoirs, mais qu'Ago l'a déçue. Elle refuse de la prendre comme apprentie et dit froidement que leur famille n'a pas besoin de quelqu'un sans talent. Ago ne comprend pas pourquoi elle a tous ses souvenirs à un moment pareil. Juste alors, Coco l'appelle, et elle en sort. Coco demande désespérément s'il y a quelque chose qu'elle peut faire d'où elle est. Elle dit qu'elle veut sauver Kustu et veut savoir si elle peut faire quelque chose. Ago est stupéfaite, et elle se souvient de ce qu'Arugio lui a dit à propos de réfléchir attentivement à l'utilité de la magie. Elle passe rapidement à l'action et dit à Coco de lui décrire toute la situation. Coco explique qu'elle est dans un espace dans la berge et que le courant est beaucoup plus lent ici. Elle ne pense pas qu'il l'emportera, mais c'est tellement boueux qu'elle glisse sans cesse, et elle ne peut pas remonter. Kustu est inconscient et il est coincé par un rocher que même un adulte ne pourrait pas déplacer. Le sac de Coco est tout mouillé, donc elle ne peut pas utiliser de magie. Ago lutte alors avec le fait qu'elle ne peut pas laisser les non-sorcières autour d'elle l'avoir tracé des sorts. Elle ne sait pas quoi faire, et Coco n'arrête pas de l'appeler. Ailleurs, une sorcière nommée Lucie fait un rapport à la chef, Istiz. Le rapport dit qu'on a aperçu une énorme colonne d'eau dans un village près de Köln. Istiz ne perd pas de temps et dit qu'ils doivent y aller. De retour avec Ago, elle pense à quel point la situation est absolument désespérée. Cependant, malgré tout, Coco n'a pas abandonné. Coco se hisse sur un rocher et dit que les choses seraient beaucoup plus faciles si elle pouvait simplement utiliser la magie. Soudain, elle réalise quelque chose et appelle Ago. Elle se demande si Ago a certains de ces objets qu'Arugio utilise, mais Ago n'a aucune idée de ce dont elle parle. Ago réalise qu'elle parle de ses anneaux de liaison, et elle confirme qu'elle les a. Ago les attache à un bâton et les envoie à Coco. Coco dit que si elle peut sécher son papier avec les anneaux, elle peut utiliser son nouveau sort de lévitation pour soulever le rocher de dessus Kustu. C'est une bonne idée,
Mais Ago réalise que Coco ne peut pas faire cela seul. Quand tu dois tracer un sort devant des étrangers, tu dois cacher tes mains sous ta longue cape. Les étrangers ne peuvent pas voir le tracé, et Coco devrait tracer en utilisant seulement la mémoire musculaire de ses doigts. Ago secoue alors la tête pour rappeler à Coco qu'elle ne peut pas tracer devant des étrangers. Coco devrait tracer de mémoire, mais elle n'a tout simplement pas encore cette compétence. La foule devient impatiente et se demande ce qui se passe. Il n'y a pas de bon endroit pour que Coco se cache, alors Ago réalise ce qu'elle doit faire. Elle s'annonce à la foule comme la première apprentie de Kifray. Elle attire le regard de tout le monde et leur dit à tous de contempler ses dons magiques incroyables. Elle pense que Coco n'a pas la compétence pour tracer de mémoire, mais elle, si. Elle a pratiqué toute sa vie pour ne pas avoir peur au moment d'agir. Cachée sous sa cape, elle trace un cercle magique. Elle trace un sort magnifique et élaboré qui crée un magnifique oiseau lumineux fait de lumière qui s'élève haut dans le ciel. La foule est complètement captivée, et Coco est également émerveillée. Pendant que la foule est distraite, Ago fait signe à Coco que c'est sa chance. Coco pense qu'elle vient de pratiquer le sort de lévitation sur l'Igname Karopu, et elle pense pouvoir gérer ça. Cependant, quand elle regarde le rocher, elle réalise que son papier de cœur de paume est trop petit pour tracer un saut assez grand pour déplacer quelque chose d'aussi lourd. Juste alors, Kustu reprend conscience, et Coco est soulagée. Elle lui dit qui elle est et explique ce qui s'est passé. Kustu est encore confus et dit qu'il a vu un oiseau de lumière, donc il était sûr d'être mort. Coco explique que c'était le sort de son ami, et cela lui donne une idée. Pendant ce temps, Ago pense que son sort ne pourra pas distraire la foule encore longtemps. La foule redevient impatiente, et Dagda dit que le spectacle lumineux n'accomplit rien. Il exige de savoir si le sort peut transporter quelqu'un ou voler pour aller chercher Kustu. Ago a du mal à répondre, et Dagda dit qu'il va juste descendre lui-même. Ago réalise qu'il verra le sort de Coco s'il descend là-bas, alors elle lui dit de ne pas y aller. Dagda s'arrête net, choqué par ce qu'il voit. Ago est également surprise alors qu'il voit Coco flotter devant eux, et elle a sauvé Kustu. Coco ne peut pas vraiment contrôler ce qu'elle fait, alors elle dit à Dagda de les tirer vers le bas. La foule s'amasse autour de Kustu, et ils sont soulagés de voir qu'il va bien. Coco a du mal parce que sa cape ne cesse de flotter, et Ago ne peut que se demander ce qu'elle a fait. Coco se précipite pour serrer Ago dans ses bras, et elle s'écrie qu'elle est contente que ça ait marché. Elle avait vraiment peur, et elle ne peut s'empêcher d'être émotive. Ago la calme et exige de savoir ce qui s'est passé. Elle remarque que Coco est couverte de sable, et elle devient encore plus curieuse. Coco explique qu'elle s'est souvenue comment les autres filles avaient utilisé le sort de brisage de roche pour les sauver dans le labyrinthe. Ago est émerveillée alors qu'elle commence à comprendre ce que Coco a fait. Même avec un petit seau, le sort brise-mur pouvait facilement pulvériser un rocher sans blesser la personne en dessous. Coco a utilisé brise-mur pour pulvériser le rocher en sable, ce qui a libéré Kustu sans lui faire de mal. Coco dit qu'elle n'a pas pu aider la dernière fois, mais que le sort de son ami a sauvé tout le monde, et cette fois elle a pu l'utiliser elle-même. Coco sait qu'elle n'aurait pas pu le faire seule, et elle remercie Ago d'avoir fait cet oiseau pour l'aider. Ago insiste sur le fait que l'oiseau lumineux était une fusée de détresse pour rappeler leur maître et qu'elle ne le faisait pas seulement pour Coco. Ago essaie de lui rappeler qu'elles ne sont pas amies, mais Coco est distraite par quelque chose. Elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point tout le monde est ému. Coco dit qu'elle est juste contente que Kustu ait été sauvée. Elle dit que si elles peuvent sauver Kustu, alors un jour sa mère sera sauvée aussi. Elle se corrige et déclare qu'elle sait que sa mère sera sauvée. Ago est en admiration devant elle pour la première fois et l'admire silencieusement. Juste alors, les deux filles sont capturées par un étrange sort. Coco se demande ce qui se passe, et Ago analyse la situation. Elle remarque que des gens sont arrivés et utilisent des pendentifs de capture blanc argenté pour les maîtriser. Elle réalise immédiatement qu'ils sont vêtus de capes écarlates avec des calottes ailées. Ago murmure avec horreur que ce sont les chevaliers moraux. Le chef des trois s'appelle Istiz, et il se demande qui sont les filles. Il veut savoir laquelle d'entre elles a lancé le sort, et il prévient que même si ce sont des enfants, il ne leur fera pas de cadeau. Il n'a pas l'intention de perdre du temps, alors il exige de savoir laquelle d'entre elles collabore avec les bonnets à large bord. Ago dit rapidement qu'elles ne sont pas des bonnets à large bord et qu'elles n'ont pas utilisé de magie interdite. Ago explique simplement qu'elles utilisaient la magie pour aider les gens. Istiz a du mal à le croire, et il leur dit de regarder en bas. Les filles sont alors horrifiées car la scène en bas est absolument dévastatrice. Il y a du sable partout, et Coco ne comprend pas ce qu'elle voit. Toute la zone jusqu'au lit de la rivière a été transformée en sable. De plus, la rivière elle-même se vaporise en brouillard. Coco n'y croit pas car ce n'était pas le sort qu'elle a tracé. C'est tout ce dont Istiz avait besoin pour prouver que Coco était celle qui avait lancé le sort. Il déclare qu'une apprentie comme elle n'aurait pas pu tracer un sort de cette taille sans violer un tabou. Il invoque les lois du jour du pacte et déclare qu'elles sont absolues. Il prépare un sort et déclare que la punition de Coco est l'oubli. Istiz dit à Coco qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il dit qu'une fois que ses souvenirs de magie auront disparu, même cette peur appartiendra au passé et qu'elle deviendra simplement une étrangère.
Ago essaie d'expliquer qu'il y a un malentendu, mais Istis n'écoute pas. Coco le supplie d'arrêter, mais il se prépare à effacer ses souvenirs. Juste à ce moment-là, tout le monde est choqué de voir Rishi pousser le bras du garçon. Les filles sont libérées et atterrissent sur le lit de sable du serpent. Tessia dit au chevalier que les filles essaient de s'expliquer, et c'est terrible qu'ils ne veuillent pas écouter. Istis se demande qui sont ces nouveaux venus, alors un chevalier nommé Galga dit que ce ne sont que des enfants. Ils ont réussi à libérer les filles en brûlant ces pénons de capture. Rishi dit qu'elle déteste vraiment les adultes qui pensent que les enfants sont des créatures inhumaines simplement appelées enfants. Istis ne faiblit pas et dit que les circonstances de la situation n'ont pas d'importance car la loi a été enfreinte. Il explique que la paix et l'ordre dans ce monde ne sont maintenus que parce que les sorcières adhèrent strictement à la loi. Une seule fissure dans le mur provoquerait un effondrement instantané, donc aucune exception ne peut être faite. Kifrey revient enfin et dit qu'Istis parle beaucoup pour quelqu'un qui refuse obstinément d'écouter. Kifrey met son épée contre le cou d'Istis et lui dit de ne pas toucher à ses apprentis. Istis réalise que ce doivent être les élèves de Kifrey, et il dit qu'ils sont aussi insolents que leur maître. Kifrey rétorque que si un bon élève devait être quelqu'un comme Istis, alors il est content qu'ils soient comme ils sont. La situation devient très sérieuse, alors Istis doit expliquer qu'il souhaite simplement protéger l'ordre. Il fait remarquer que les sorts assez puissants pour changer le terrain lui-même sont des sorts de guerre. Ils précèdent le jour du pacte, et leur utilisation doit être traitée en conséquence. Kifrey contre-attaque et dit qu'il est mal de prendre la mémoire de quelqu'un sans même demander les circonstances. Il ajoute également qu'il n'a jamais donné à ses apprentis la technique ou les outils pour réaliser un sort de cette ampleur. Istis dit que même s'il ne l'a pas fait, les chapeaux à large bord auraient pu le faire. Avant que les choses ne s'aggravent, Arugio intervient et les interrompt. Il dit à Kifrey et Istis qu'un débat sain c'est très bien, mais il espère qu'ils n'ont pas oublié à quoi servent les sorcières. Il leur rappelle que les sorcières sont censées répandre les bénédictions de la magie pour tout le monde. Il fait remarquer que les filles maîtrisent cela mieux que d'eux, et il leur dit d'arrêter de flotter et d'aider réellement. Il suggère même que les pénons de capture pourraient faire du bien en ce moment. Les chevaliers moraux descendent du ciel et commencent à assister les gens sur le site. L'un d'eux, nommé Lucie, s'occupe de Kustu, qui est grièvement blessé. Dagda se demande si elle pourra le guérir, mais elle explique qu'elle n'a fait qu'arrêter l'hémorragie. Elle ne peut rien faire de plus pour lui ici, donc elle devra l'emmener à Calne. S'ils peuvent l'emmener chez un médecin assez tôt, il devrait pouvoir s'en sortir. Dagda l'attrape désespérément et dit qu'il l'a vu réparer ses pénons avec de la magie, et il exige de savoir pourquoi elle ne peut pas aussi réparer ses blessures. Il dit que la magie doit être capable de guérir Kustu, et il ne comprend pas pourquoi elle n'aide pas Lucie ne peut pas lui révéler les secrets de la magie, alors elle lui dit simplement que la magie n'est pas capable de telles choses. Elle se demande si Dagda préférerait qu'elle laisse Kustu ici, alors il n'a d'autre choix que d'accepter ses conditions. Il lui permet d'emmener Kustu à Calne, et il la supplie de le protéger. Après que les étrangers aient été pris en charge, Istis ferme le site pour empêcher les non-sorcières d'entrer. Il déclare qu'une fois les étrangers partis, ils reprendront l'enquête. Un peu plus tard, l'enquête commence et on dit à Coco de dessiner un sort. Istis examine le travail de sortilège de Coco et le qualifie de sort basique complètement banal. Arugio est d'accord et dit que Coco est manifestement incapable de détruire des terres en amont et en aval de la rivière. Istis est toujours sceptique, alors il dit à Coco de montrer ses mains. Il explique que les chapeaux à large bord tatouent parfois des sceaux sur eux-mêmes. Ce sont des sorts interdits pour améliorer ou modifier la forme physique ou pour rendre leurs incantations plus puissantes. Istis pense que les mains de Coco sont tachées d'encre et qu'elles ont les callosités d'une débutante. Après une inspection approfondie, Kifrey dit à Istis qu'il pense en avoir assez vu. Istis annonce qu'il va signaler cela à la grande salle et ouvrir une enquête. Il prévient que si l'atelier de Kifrey s'avère être la source du problème, il ne fera preuve d'aucune pitié. Il leur dit de faire attention pour ne pas perdre ce qu'ils ont seulement commencé à apprendre, et il part. Kifrey pousse un soupir de soulagement et dit qu'ils l'ont échappé belle. Il dit aux filles qu'il n'aurait pas dû les laisser derrière, et il s'excuse. Kifrey se tourne vers Ago et Coco parce qu'il a quelque chose à leur dire. Il dit qu'il veut qu'elles réalisent à quel point ce qu'elles ont fait était extrêmement dangereux. Si quelqu'un avait appris les secrets de la magie, toutes les personnes qu'elles ont sauvées auraient eu leurs mémoires effacées. Il leur rappelle que les souvenirs sont ce qui constitue la vie d'une personne. Leurs actions ont failli priver ces personnes d'une partie de cela. Ago et Coco le reconnaissent, et toutes deux s'excusent. Ago est contrariée parce que cela signifie qu'elle ne passera probablement pas le prochain examen avant un moment. Cependant, Kifrey la surprend complètement en disant que puisqu'elles s'en sont sorties, il organisera pour qu'Ago passe le deuxième examen. Si elle réussit, elle sera qualifiée pour l'accompagner dans ses travaux extérieurs. Il lui demande de promettre de ne pas utiliser la magie devant les gens d'ici là, et Ago accepte immédiatement. Tessia est vraiment jalouse et se demande pourquoi c'est seulement Ago. Kifrey lui rappelle, ainsi qu'à Rishi, qu'elles n'ont pas terminé les bases de l'apprentissage du primaire. Rishi dit qu'elle déteste les examens de toute façon, et Coco est choquée d'apprendre qu'il y a encore plus d'examens. Arugio demande tranquillement à Kifrey s'il est sûr de sa décision.
Il s'interroge sur l'inquiétude antérieure de qui ferait qu'Ago aille trop vite. Qui ferait dit que ce qu'Ago a fait aujourd'hui lui a valu une certaine confiance. Arugio pense que Kifray gâte ses élèves, et Kifray ne peut pas le nier. Il dit que lorsque ses élèves sont déjà durs avec elles-mêmes, il n'a pas le choix. Ago s'approche de Kifray et dit qu'elle veut rentrer et commencer à s'entraîner immédiatement. Kifray lui dit d'attendre car il y a une chose qu'ils doivent régler d'abord. Non loin de là, Istis parle avec un autre chevalier nommé Utowan. Utowan demande si la nouvelle apprentie de Kifray était cette fille, et il se demande si les rumeurs sont vraies. Utowan n'a pu trouver aucune preuve, et il dit qu'il est impossible de trouver des preuves dans la maison pétrifiée de Kifray. Istis déclare que puisqu'ils ne peuvent pas trouver de preuves, ils devront faire avouer Coco. Il regarde le paysage qui a été détruit par le sort et fait remarquer qu'il a même asséché toute la zone en aval de la rivière. Il dit qu'une seule pierre tombée peut faire s'effondrer la berge, dévier le cours de la rivière et modifier l'environnement au-delà. Une fois que la belle vue est perdue, elle ne peut jamais être restaurée. Istis pense en lui-même que Coco pourrait être cette première pierre. C'est à lui de la retirer avant qu'elle n'ait la chance de tomber. De retour avec les autres, Coco est émerveillé par quelque chose que fait Arugio. Kifray explique qu'Arugio a une plume spéciale appelée baguette à fil de brûlure qui permet de brûler des seaux d'incantation dans les rochers et les arbres. Il l'utilise pour réparer une berge endommagée comme mesure provisoire pour la maintenir stable. Kifray note que la rivière a également commencé à revenir alors que les effets du sort de déchirure semblent s'estomper. Kifray voit certaines affaires de Coco à proximité et les lui rend. Il lui rappelle de faire attention à ne pas laisser derrière elle son chapeau et son encre. Coco s'excuse, mais elle remarque quelque chose d'étrange dans sa fiole d'encre. Malgré tout ce qui s'est passé, elle est toujours complètement pleine. Elle panique en se demandant si c'est une sorte de fiole magique qui se remplit continuellement. Kifray y jette un coup d'œil, et il est horrifié quand il réalise quelque chose. Ailleurs, nous voyons le membre du chapeau à large bord qui a suivi Coco. Il dit que la magie est un mensonge qui remplit le monde de couleurs. Bien que ses mains puissent dessiner de beaux sorts, elles finissent seulement par être tachées d'encre. Nous voyons qu'il s'est déjà coupé la main une fois, et il recommence. Alors qu'il se coupe, il dit que la nature d'un mensonge est qu'il est découvert lorsqu'on l'examine de près. Nous voyons ensuite qu'il s'est coupé pour pouvoir mettre plus de sang dans son flacon d'encre. Il se demande alors combien de temps la vérité peut rester cachée. De retour avec Kifray, il se demande si cette fiole d'encre est la même que celle que Nolnoa a donnée à Coco. Coco confirme que c'est le cas, alors il devient plus méfiant. Il dit immédiatement à Arugio de ramener les filles à l'atelier. Arugio soupçonne que quelque chose pourrait se passer, alors il se demande ce que Kifray va faire. Kifray dit simplement que lui et Coco feront un arrêt et l'appelleront d'abord puisqu'il n'a jamais eu l'occasion de lui acheter une plume. Arugio accepte et lui demande de lui rapporter du vin de nectar d'argent. Kifray s'excuse auprès de Coco et pense en lui-même qu'il y a quelque chose qu'il doit vraiment vérifier. Quand ils arrivent à l'épée étoilée, Coco est choqué de voir que la porte a complètement disparu. Kifray est déçu et explique que toute la boutique disparaît quand elle est fermée. Juste alors, Tarta aperçoit Kifray et la fille dont il a oublié le nom. Kifray dit qu'il a besoin de parler à Nolnoa, alors Tarta lui dit d'attendre un moment. Il place un bouton de porte sur le mur, et une entrée différente apparaît. Coco est stupéfaite parce que l'entrée mène à un endroit totalement différent d'avant. Tarta explique que différents boutons de porte signifient différentes pièces, et tout le monde sait ça. Il dit que Nolnoa devrait être au 3e étage, alors il monte. Tarta arrête Coco et lui redemande son nom. Elle se présente, et il dit qu'elle devrait faire soigner cette coupure sur sa jambe droite. Il lui dit de venir avec lui parce qu'il a des feuilles apaisantes pour la désinfecter. Il la conduit dans une autre pièce, et Coco est émerveillée de voir autant de composants inconnus. Elle remarque quelque chose de beau dans un bocal, et elle se demande ce que sont ces poudres scintillantes. Tarta lui dit de ne pas y toucher car il ne veut pas qu'elle les dérange. Il explique ensuite que ce sont des teintures magiques. On les mélange à l'encre pour modifier ses effets. Pendant ce temps, Kifray trouve Nolnoa, et le vieil homme plaisante en disant qu'ils sont fermés. Après avoir bien ri, il dit qu'il sait exactement pourquoi Kifray est là. Il suppose qu'il s'agit du sceau d'incantation dessiné sur les dalles du labyrinthe du dragon. Nolnoa dit qu'il n'a pas encore compris et que les teintures magiques à l'intérieur sont mélangées très soigneusement. Il a essayé un sort pour séparer les teintures, mais cela n'a pas fonctionné. Il se demande si Kifray a trouvé d'autres indices, alors Kifray sort la fiole d'encre de Coco. Nolnoa regarde de très près, et il est choqué quand il voit à quel point elle ressemble à l'encre des dalles. Il dit que ce n'est pas seulement une ressemblance parce que la légère teinte bleue est parfaitement identique. Il se demande où Kifray a trouvé cela, mais ensuite il réalise que c'est sa fiole. Kifray détermine juste à ce moment-là que le chapeau à large bord a jeté un sort sur la fiole le jour où ils étaient ici. Avant que Nolnoa ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Kifray prend l'encre et commence à dessiner. Nolnoa lui crie de ne rien dessiner avec cette encre avant qu'il ne l'ait analysée correctement. Kifray est déterminé à obtenir des réponses, alors il dessine le sort quand même. En bas, Coco est toujours ravie de voir tout dans cette pièce. Elle n'arrête pas de demander ce que sont les choses, et Tarta n'arrête pas d'expliquer. Une chose s'appelle une fleur de lunazour, et l'ajouter à l'encre fait durer un sort plus longtemps.
Elle demande à propos d'une chose blanche scintillante, alors Tarta dit que ce sont les écailles d'un papillon vierge rougissant. Les mélanger rend l'encre d'incantation invisible, donc les lignes des sceaux d'incantation ne peuvent pas être vues. Après que Tarta l'a pensé, Coco dit qu'il est incroyable. Il a mémorisé les noms de toutes ces teintures, et elle n'arrive pas à y croire. Elle dit qu'il a vraiment de la chance parce qu'il vit dans une station magique. Elle aimerait pouvoir vivre ici, mais Tarta dit que c'est bien mieux de vivre dans un atelier. Il ne comprend pas pourquoi une sorcière dirait ce qu'elle a dit, et elle se demande s'il n'est pas un apprenti sorcier. Tarta hésite à dire ce qu'il est, et Coco est distraite. Elle se demande ce qu'est une poudre rouge, mais il ne la voit pas. Elle monte sur une échelle pour la montrer du doigt, mais Tarta dit qu'il aurait pu simplement lui dire sur quelle étagère elle se trouvait. Juste à ce moment-là, une lumière vive remplit toute la boutique, et Tarta se demande ce que c'était. Coco est soulagé de voir qu'aucune des bouteilles n'est cassée, mais Tarta ne ressent pas la même chose. Il est absolument horrifié et dit que c'est une catastrophe. Les étiquettes sont toutes tombées, et tout est complètement mélangé. Son grand-père lui avait spécifiquement dit d'y toucher, et maintenant tout est en désordre. Coco propose de l'aider à les remettre, et elle lui demande de lui dire le nom de quelques-unes. Tarta dit avec colère qu'il ne sait pas, et Coco réalise rapidement le problème. Tarta révèle qu'il a mémorisé tous les noms des teintures en fonction de leur emplacement sur l'étagère. Le problème est qu'il ne peut pas les distinguer par la couleur seule. Tarta s'excuse et lui dit de partir, s'il vous plaît. Coco veut rester, mais Tarta dit qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire pour aider. Il déclare qu'il y a des choses que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas faire. Tarta révèle qu'il souffre d'une maladie appelée yeux de lavure d'argent, qui lui fait voir le monde entier en argent. Peu importe ses efforts d'études, à cause de cette maladie, il ne deviendra jamais sorcier. À l'étage, Nolnoa gronde Kifrey, mais Kifrey souffre beaucoup. Nolnoa est choqué car un sceau d'incantation aussi petit que celui que Kifrey a dessiné ne devrait pas produire autant de puissance. Kifrey dit qu'il pense que c'est un sort de fiole jumelle. Cela signifie deux récipients partageant le même contenu. S'il a raison, il devrait y avoir un petit morceau de métal inscrit avec un sceau d'incantation à l'intérieur du fluide. Il pense en lui-même que les chapeaux à large bord ont fait utiliser cette encre à Coco. La raison pour laquelle elle était encore pleine était qu'ils l'ont remplie avec leur additif mystère. Kifrey détermine que cette bouteille est un lien direct avec les chapeaux à large bord. Kifrey n'en croit pas ses yeux en disant qu'il l'a enfin après tout ce temps. Nolnoa ne comprend pas ce qui se passe car rien n'a de sens. Kifrey dit que cette encre peut libérer une telle puissance à partir de petits sauts griffonnés. C'est terrifiant si c'est vrai, et quelque chose comme ça ne devrait pas exister. C'est trop pour Nolnoa, alors il dit qu'il doit informer la grande salle. Kifrey lui dit immédiatement de ne pas le faire. Il dit que ni les chevaliers moraux ni la grande salle ne peuvent être autorisés à avoir cela. Il déclare qu'il est préférable que personne ne réalise même ce qu'ils savent. Nolnoa est complètement déstabilisé et se demande si Kifrey réalise même ce qu'il dit. Il a peur de la réponse, mais il exige tout de même de savoir ce que Kifrey compte faire avec l'encre. Kifrey s'excuse simplement et pose l'encre par terre. Il trouve ensuite Coco dehors et dit désolé pour l'attente. Il lui ment et lui dit qu'il semble que Nolnoa lui ait accidentellement donné une encre extrêmement chère. Kifrey lui a acheté un sac pour compenser tout cela. Coco est ravie, mais elle ne peut s'empêcher de penser à Tarta. Elle se sent mal pour lui, et elle aimerait en savoir plus sur ce qu'est la lavure d'argent. Kifrey explique que le syndrome de lavure d'argent est une maladie congénitale de l'œil qui fait voir le monde entier en argent. Les sorcières ont tendance à accorder de l'importance à une bonne vue, donc la vie doit être très difficile pour les personnes atteintes de cette maladie. Il dit que le seul problème avec les sorcières est à quel point elles sont peu accommodantes envers les exceptions. Coco est visiblement troublée, et Kifrey lui dit de ne pas avoir l'air si inquiète. Il lui promet que tant qu'elle sera une élève de son atelier, il fera tout ce qu'il peut pour la protéger. Il l'emporte et lui dit qu'elle n'a rien à craindre. De retour à la boutique, Tarta s'excuse d'avoir laissé tomber tout quand il a eu peur. Il se demande ce qu'était ce flash de lumière et demande si Kifrey a lancé un sort. Nous voyons que Kifrey a fait quelque chose de terrible alors que Nolnoa est déconcerté par la question de Tarta. Nolnoa dit qu'il ne se souvient pas avoir vu un flash de lumière, et Tarta se demande ce qui ne va pas chez son grand-père. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas de liker la vidéo.